Eh ben, bonjour à tous et à toutes. Donc ce soir, le thème de la conférence que j'ai choisi pour vous, c'est sur l'addiction à l'intensité. En quoi, et j'ai rajouté, en quoi l'addiction à l'intensité est-ce un vrai problème? Parce que autour de moi, je connais beaucoup de personnes qui sont addictes à l'intensité. Alors moi, je vais me focaliser plutôt sur l'intensité des relations, mais on va aussi élargir à un moment donné sur l'intensité en général, hein, qui peut se retrouver dans les sports extrêmes, où on peut trouver de l'intensité dans la sphère des projets professionnels, ou quand on milite sur des sujets. Enfin bon, voilà, l'intensité, ça se trouve un peu partout. Et d'ailleurs, les personnes qui ont des tendances à être addictes à l'intensité, ça va se décliner un peu partout. C'est pas juste, ici on va préciser sur la partie la relation amoureuse, mais en général ça se décline. Ce sont des personnes qui ne peuvent pas rester tranquilles. Il faut que ça bouge en fait. Il faut que ce soit punchy. Il faut que ça soit exciting. Il faut que ça vibre. Il faut qu'il y ait de l'énergie. Il faut qu'il y ait des sensations fortes. C'est ça hein, ce qu'on appelle l'addiction à l'intensité. C'est émotions fortes et sensations fortes. Et donc c'est pas possible que ce soit fade en fait. Voilà. Donc vous allez voir que pourquoi j'ai appelé ça un problème, parce que certains autour de moi disent ah oui c'est top, c'est vraiment, je me sens bien avec ça, c'est super parce que grâce à ça je fais des choses, je réalise plein de choses, j'ai une vie riche, je ne m'ennuie jamais, il se passe toujours des choses incroyables dans ma vie, c'est extraordinaire. Donc ça c'est la partie la face nord, et vous avez la face sud, l'ombre, qui est que, bah oui, ils ne peuvent pas tolérer le calme, ils ne peuvent pas aller en profondeur, ils ne peuvent pas se poser. En fait, ils vont être à un moment donné de leur vie confrontés à des limites, les limites du corps. On ne peut pas passer son temps sur les sommets de l'Himalaya toute sa vie, pour ceux qui sont dans les sports extrêmes. Ou les limites de l'autre, si c'est de la relation amoureuse, parce que bon voilà, c'est bien gentil, mais l'addiction, ça va avec le manque, le sentiment du manque, et c'est redoutable parce que ça oblige la personne à être dans toujours un espèce de cercle vicieux, toujours plus, encore mieux, et souvent c'est lié ici dans la relation à être amoureux de l'état amoureux. Donc on est amoureux de la passion plus que d'autres ou de n'importe quoi. Il faut que ça bouge, il faut que ça vibre. Et donc il y a quelque chose enfin, c'est pas équilibré quoi. Il y a une face cachée derrière qui est assez malsaine. Mais les personnes qui sont addictes à l'intensité, il y en a beaucoup qui ne se rendent pas compte que c'est un problème. Et c'est pour ça que je vais parler du problème, de ne pas voir le problème. Et oui. Et donc je pense que je dédie cette conférence à mes amis qui sont qui méconnaissent le problème et qui sont contents d'être addicts à l'intensité et qui se gargarisent de ça et qui disent ouais super tout grâce à ça. Oui, je suis un peu addict, mais bon, c'est pas grave, ça me permet de faire tellement de choses dans ma vie. J'ai une vie tellement riche, c'est tellement extraordinaire. Et puis je saute d'une histoire à une autre, d'un projet à un autre. Je suis tellement créative, je fais tellement de choses. Ah là là, c'est passionnant. Bon, ouais, sauf que c'est hyper épuisant et qu'il y a plein de mauvais côtés à ça. Et on ne peut pas se poser, quoi. Voilà. Alors, donc ça, c'était l'intro. Je vais quand même focuser sur la relation amoureuse parce que c'est mon thème. J'élargirai si vous avez des questions sur les autres problèmes d'addiction à l'intensité. Ne pas confondre amour et addiction. Alors, merci de réfléchir sur le vocabulaire utilisé quand vous utilisez le mot amour. Je le dis souvent, mais je le répète, ne l'utilisez pas à n'importe quelle sauce. Parce que y a plein de personnes qui disent ah je suis tellement amoureuse de lui, il est tellement ceci, enfin des nanas ou même des hommes. Mais souvent l'amour c'est un mot, on ne sait plus ce que ça veut dire parce que derrière la passion il y a souvent de l'addiction à l'intensité. Donc ça ressemble à rien en fait. C'est pas de l'amour, c'est de l'addiction. Donc si vous êtes addict à votre état amoureux, reconnaissez que vous êtes addict à votre état amoureux. Mais c'est pas à l'autre quoi. Vous n'aimez pas quelqu'un. Il n'y a jamais eu d'amour pendant, ni avant, ni après. C'est un état d'excitation, de vibration haute, certes, mais c'est pas de l'amour en fait. Donc c'est pour ça que c'est important de voir qu'il y a un problème qui est souvent, je confonds amour,
Je crois que je suis vraiment amoureux de cette personne, ou je crois que je suis vraiment passionné par les sommets de l'Himalaya. Je suis, par exemple, pour les voyageurs dans des trucs intenses. Mais en fait, il y a une forme d'addiction. Il faut toujours que ça se répète, faut jamais que ça cesse, en fait. Crainte de l'immobilité, crainte de l'ennui, crainte du vide, crainte du fade, crainte de moins. Voilà. Bon. Alors, les exemples d'addiction intense, bon, j'ai cité les sports extrêmes. Il y avait le fils là, qui était à Montpellier la semaine dernière. Voilà, par exemple. Voilà. Bon, sinon, vous connaissez certainement, ou vous-même, vous avez peut-être été un peu dans les sports extrêmes. Donc, il y a toujours des conduites à risque. Le problème des addictions à l'intensité, ça fait partie des conduites à risque. C'est-à-dire, je vais avoir tendance à me mettre en danger parce que je peux pas... parce que je vais aller au-delà des limites, souvent. Et je ne vais pas être en respect de mon organisme. Je ne vais pas sentir mes limites, je vais dépasser les limites du corps, les limites de mes possibles. Je ne vais pas tenir compte des limites des autres aussi. Ça ne m'intéresse pas trop, puisque je suis excitée à l'idée d'avoir des shoots, vous verrez, de dopamine dans tous les sens. Et donc, voilà. D'autres exemples d'addiction, comme quand on est attaché à des personnes qui ne nous conviennent pas, les personnes toxiques pour nous, c'est une addiction à l'intensité. Les personnes qui sont dans des expressions artistiques intenses, très passionnées, les passionnés de quêtes mystiques, genre je suis branchée sur la libération spirituelle. Donc ces personnes-là, souvent, elles sont addictes à l'intensité. Elles ne le reconnaissent pas, mais il y a une forme d'addiction aussi, de sublimation à quelque chose voilà, de l'extraordinaire. Mais si vous leur supprimez cette quête, c'est mou, quoi. C'est évalué comme fade et mou. Voilà. Donc toutes les quêtes de Graal, souvent les idéalistes vont être addicts à l'intensité. Les profils idéalistes vont être plus addicts à l'intensité que d'autres. Alors, la question qu'on peut se poser, est-ce que je suis quelqu'un d'addict à l'intensité, ou est-ce que j'aime bien réaliser des choses sans être addict? Jusqu'à quel niveau du curseur je suis addict ou pas addict? On peut se poser la question. Donc la question que vous vous posez pour le savoir, c'est est-ce que c'est une joie naturelle, ou est-ce que c'est une intensité qui part d'un stress, qui part d'une anxiété, d'une espèce de danger à rester immobile, ou d'un sentiment de manque de vivre, ou d'un vide affectif. On va tous mourir quand même, donc il ne faut pas l'oublier. Bon, si tu veux parler. Non, c'est moi. Donc il dit tu veux moi tous mourir. Bah oui, mais si tu veux, plus tu as un sentiment de manquer de vivance, de vivencia, de vitalité, de vie, de vibra, plus tu vas te shooter à des objectifs de vie intense, puisque tu as l'impression que sinon tu vis pas, en fait. C'est un peu le souci des gens. Donc de quel endroit ça part? Est-ce que c'est vraiment parce que c'est une joie, ou est-ce que ça part d'un stress? Parce que les gens qui sont addicts à l'intensité, ça part d'un stress, ça part pas d'un truc tranquille, en fait. C'est ça le problème. C'est qu'ils ne peuvent pas s'en passer. L'addiction, c'est je ne peux pas me passer du produit, de la personne, du sport extrême. Voilà, je ne peux pas me passer de ce truc, je suis en manque. Il y a le sentiment du manque qui est sensoriel. Le manque, c'est vécu comme l'addiction à une drogue ou à l'alcool. Il y a du manque derrière. Le sucre, c'est pareil, il y a du manque. Toutes les addictions, il y a un sentiment, mais surtout une sensation de manque. Et donc la personne est comme ça, et voilà, il y a une compulsion, une impulsion à retrouver le produit ou la personne, et à se raconter une histoire comme quoi j'en ai besoin, j'en ai besoin, j'en ai besoin. Ça, c'est l'intro. Mais après, dans mon développement, je vous parlerai de qui sont ceux qui sont plutôt concernés par cette addiction à l'intensité. Est-ce que vous êtes dedans? Et puis, comment s'en sortir, en fait? Comment repérer le problème et trouver des pistes pour se libérer de cette histoire d'addiction à l'intensité? Encore faut-il reconnaître que c'est un problème. Voilà, parce qu'ils ne veulent pas le voir. Donc le curseur, il est mis où alors? Le curseur, il est mis où? Ouais, le curseur, il est mis sur le niveau
de stress qui est en dessous, qui est sous-jacent. C'est-à-dire, j'ai du mal à tolérer le calme, le silence, la tranquillité, le ralentissement. Donc, je ne peux pas ne pas bouger. Je ne peux pas ne pas, tu vois, c'est pas optionnel. Donc là, tu es addict à l'intensité. Si tu peux être dans une option, et je peux m'amuser, faire la fiesta, ou enfin, je sais pas, faire de temps en temps, et je peux rester tranquille chez moi, je ne suis pas, tu vois, c'est optionnel. C'est différent. Là, il n'y a pas d'option. C'est je ne peux pas rester très longtemps calme, posé. Il faut que je saute d'un truc à un autre, que je bouge d'un truc à un autre. Alors, prends le micro si tu veux parler. Oui, c'est bon, tu parles. Oui, donc dès qu'on a une passion, on est addict, du coup. Non, parce qu'il y a des personnes qui ont un équilibre entre leur passion. Par exemple, tu es écrivain, tu peux être très passionné par tes bouquins et avoir une forme d'équilibre. C'est-à-dire tu peux aussi avoir beaucoup de moments où tu restes tranquille chez toi, où t'es pas, où tu peux te passer d'écrire, où tu n'es pas obligé d'être passionné. Bon, ben, installez-vous, vous pouvez. Donc, c'est toujours l'endroit où tu ne peux pas ne pas faire autrement que ça. Et où tu imagines, ça c'est l'addiction, ça peut être même l'écrivain. Je ne peux pas imaginer, envisager d'arrêter en fait. C'est là où il y a une addiction. Si c'est optionnel, je suis heureux de vivre ma passion, mais je peux m'en passer. Si je ne peux pas m'en passer, si je ne peux pas imaginer que dans l'avenir, je vais être malheureux sans, là ça ne va pas. Tu vois ? Et c'est ce que me disent les addicts à l'intensité amoureuse. Ils me disent, mais moi, je ne peux pas imaginer me passer de mon état amoureux. Tu vois, je ne peux pas imaginer, dans l'avenir, me passer de sorties, de fiestas, d'histoires amoureuses, d'exploration sensuelle, d'exploration sexuelle, de tout ce que tu veux, d'histoires romantiques extrêmes, parce que je vais m'endormir, ou ça va être nul, ça va être fade, à l'idée que je ne peux déjà pas m'en passer. Ce n'est pas optionnel. Ouais. Et c'est quoi la différence avec un trouble de l'hyperactivité ? Eh ben, il peut y avoir, alors, je vais y arriver, qui est concerné ? Qui sont les profils concernés par l'addiction à l'intensité ? Donc tu as effectivement les personnes un peu hyperactives qui peuvent avoir des troubles TDAH, mais pas que. D'abord, ils ne sont pas tous concernés. Voilà, pas tous ceux qui ont du TDAH, ils ne sont pas tous addicts à l'intensité. Par contre, ils ont un problème au fait effectivement, de devoir toujours bouger. Enfin, il faut qu'il y ait une forme d'agitation, quoi, hein. Donc, ils peuvent être concernés, mais pas tous. Ceux qui ont les troubles de l'humeur, ceux qui ont effectivement dans les troubles de l'humeur, tu vas trouver les personnes qui font les montagnes russes, hein, up and down. Ceux qui ont d'autres addictions. Par exemple, souvent une addiction en cache une autre. Donc, tu peux avoir l'addiction à l'intensité, et tu rajoutes l'addiction à la sexualité, tu rajoutes l'addiction à certaines substances. En général, les addicts à l'intensité, ils aiment plein d'autres choses. Ils sont addicts à d'autres choses. Tu peux avoir aussi souvent des personnes qui sont polytraumatisées, malheureusement. Ceux qui ont eu des abus émotionnels ou des abus physiques ou des relations dysfonctionnelles dans leur parcours d'adolescents ou plus tard, ils sont toujours avec des fractures traumatiques, des implications de ces traumas, et donc ils peuvent compenser le fait d'être fracturés par ces sensations de chaos, parce qu'en fait le problème du traumatisme, c'est que ça crée des sortes de fragmentations internes, et donc on a l'impression d'être désunifié. Tu vois, d'être une partie qui fait ça, l'autre partie qui va là, enfin il y a une forme de fragmentation. Et ces personnes-là, plus particulièrement malheureusement, elles vont avoir tendance, pour soulager, pour s'apaiser, d'aller vers les addictions. Par des comportements impulsifs, par des sautes d'humeur, enfin il y a des attachements qui vont arriver, qui vont être désorganisés ou anxieux. Enfin voilà, c'est pas zen, quoi. Et donc ces profils-là, malheureusement, peuvent être attirés par des relations intenses et avoir des comportements impulsifs qui vont leur desservir. C'est le piège, en fait. Parce que ça ne va pas les aider à se réparer, ça va les aider à s'aggraver, malheureusement. Donc c'est ça qu'il faut voir aussi, que ceux qui ont été fort traumatisés vont répéter, malheureusement, en se retrouvant des personnes, des partenaires
qui vont leur faire la vie dure en fait, vont se retraumatiser toujours et encore. Mais vont avoir un goût, un élan pour justement vivre des relations intenses et donc être addict à ça. C'est un peu dramatique. Bon, après on verra comment ils peuvent sortir de ça parce que sinon c'est le machin qui se répète sans cesse. Voilà. Qui est concerné aussi ceux qui vivent dans des environnements normés. Je vous rappelle on l'a quand même pas mal en Occident, on est quand même très normé sur la relation amoureuse romantique. Donc si vous vivez dans un milieu, vous avez été éduqué dans un milieu où on vous a bassiné avec le mythe d'amour romantique, donc vous continuez à idéaliser l'amour romantique, passionnel, et donc à vous shooter avec ça, et donc à passer d'une personne à une autre pour réaliser votre rêve d'amour romantique. Pour vivre un truc intense, voilà, enfin, je vivrai une relation passionnelle intense, épanouissante, et ce pour toujours. Voilà, donc il y en a qui sont addicts à cette histoire, mais c'est parce que aussi c'est leur environnement qui veut ça, ou ça peut être un environnement normé sexualité intense, hein, donc dans certains milieux, il faut jouir. Il faut s'amuser, il faut se libérer, il ne faut pas être coincé, il faut de la sensualité, donc ça peut être une norme. Et donc il y a une forme de piège à être imprégné de la norme ambiante dans l'environnement. Et donc du coup, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes simplement un mouton. Vous n'êtes pas du tout marginal, vous êtes le mouton de Panurge qui suit la norme, voilà, bon, pas plus que ça. Mais c'est quand même une addiction, ça peut être une addiction à l'intensité. Et puis ceux qui sont concernés, c'est la plupart des gens addicts à l'intensité, en général, c'est ceux qui ne peuvent pas, s'ennuyer. Ça, c'est le gros problème. Donc pour eux, dans leur vocabulaire, vous allez voir, dans leur intériorité, ils vont dire ça manque de surprise, ça manque d'insolite, d'inattendu, j'ai besoin de m'amuser, j'ai besoin de vivre intensément. Et il va y avoir des évaluations comme quoi ne rien faire ou faire peu, c'est mou, c'est fade, c'est moyen, je vais regretter à la fin de ma vie que j'aurais pas fait grand-chose de ma vie. Voilà. J'aurai une vie plate. Mes voisins vont s'amuser quand moi j'aurais rien fait. Alors ils vont se comparer à ceux qui s'éclatent, là, ceux qui font des trucs qui ont l'air de faire des trucs extraordinaires. Voilà, ils vont se comparer et puis ils vont toujours, malheureusement comme c'est une addiction, ils vont se dire ah mais moi à côté c'est bien, mais lui ou elle a réalisé un exploit. Alors si c'est une relation amoureuse, ma copine elle vit des trucs extraordinaires et moi c'est nul. Enfin voilà, c'est vite plat en fait leur vie. Donc ils vont trouver des références à l'extérieur d'eux, comme quoi il y a un ailleurs meilleur, ou il y a un sommet qui les attend quelque part. Et c'est le prochain sommet, voilà. Donc c'est ça l'addiction, je vais toujours évaluer que ici et maintenant, ma vie peut être fade assez vite, que je vais m'ennuyer s'il y a de l'immobilité. Donc il va falloir bouger. Donc effectivement, il peut y avoir un lien avec le trouble du TDAH, mais pas que. Tu vois. Ça peut être aussi des représentations sur une vie riche. C'est quoi une vie réussie? Alors, pour moi, il y a un lien très fort avec le thème réussite-échec. Soit j'ai l'idée que ma vie est réussie en faisant des trucs hyper passionnants, machin. Après, ça peut être, on est sur la relation amoureuse, ça peut être avoir une vie riche, amoureusement, un roman d'amour passionnel, voilà, un truc comme ça. Mais ça peut être sur n'importe quoi. Mais c'est l'idée que je me fais que ma vie sera réussie, que si et seulement si j'ai fait des choses intenses dans ma vie. Sinon, je suis dans un échec. J'aurais vécu un échec. J'aurais raté ma vie. Il n'y a pas su le micro, je ne sais pas où il est. En fait, tout est question de curseur. Parce que du curseur, comme disait. Oui. Parce que le curseur, c'est... on fait appel à la singularité du sujet. Donc, ce sera la façon dont il fait avec qui va compter. Et pas si c'est un problème ou pas. C'est la compulsion qui est problématique. C'est le fait que quand ça va le faire souffrir. Non, justement. En quoi, j'étais peut-être pas là au début, la plupart des personnes ne se rendent pas compte que c'est un problème. Moi, je suis en train de dire, même quand ça ne te fait pas souffrir, c'est un problème maintenant. Parce que le fait que tu ne puisses pas te passer d'intensité, tôt ou tard, soit tu meurs tôt,
t'es pas confus. Tu meurs d'un accident de voiture, je sais pas, un accident, un truc cardiaque, t'as pas le temps de prendre le chou, t'auras pas le temps de souffrir. Mais l'addiction à l'intensité, tôt ou tard, soit parce que si c'est une relation amoureuse, t'es vite pris dans des relations passionnelles amoureuses où il va y avoir du manque et de la dépendance affective. Bon, voilà. Soit, donc tu es quand même en souffrance, mais si tu es juste en train de bouger, sauter sur tout ce qui bouge d'un projet à l'autre, d'une soirée à l'autre, tu vois, d'un amusement à l'autre, d'un voyage à l'autre, que tu bouges et tu t'excites sur plein de trucs, pas obligé de te taper la relation amoureuse, c'est pareil, hein, tu peux te dire c'est génial, j'ai une vie tellement riche, tellement vibrante, je ne peux pas m'empêcher de bouger, je voyage, mais en même temps ça a des limites, parce que tu vas toujours chercher à l'extérieur de toi des trucs excitants. Et c'est pas optionnel. Et la vie, votre organisme, il a des limites, je vous signale. Tu ne vas pas pouvoir faire ça toute ta vie et passer d'un voyage à un autre et d'un sommet à un autre. À un moment donné, ton corps, il va bugger. Il va dire stop, on s'arrête, on se calme. Soit tu te prends un accident, soit tu te blesses, soit quelque chose va... Enfin, je sais pas, à un moment donné, il va y avoir une limite. Parce que la vie est limitée. Donc tu finiras par souffrir. Et la vie va t'obliger à faire une bascule en mode maintenant, il faut que ce soit optionnel. Ou tu bouges parce que c'est ok, ou tu t'arrêtes de bouger et tu apprécies l'immobilité tranquille. Voilà. Et que tu vas gérer ton vide, quoi. Arrêter d'évaluer que c'est fade si tu n'es pas en train de bouger toutes les 3 minutes, c'est un machin intense. Donc il va falloir examiner l'envers du décor, de voir que bouger, pourquoi pas, s'exciter, c'est bien, mais à un moment donné, c'est pas optionnel. C'est ça le curseur, c'est pas optionnel, ça doit être une option. Et je peux m'amuser avec le monde extérieur, et je peux m'amuser avec le monde intérieur. Oui, c'est ça, le curseur, il se situe au moment où, où on peut identifier une addiction. Ben oui, c'est ça, et de voir que ça peut être un problème, parce que tôt ou tard, ça va te rattraper. À un moment donné, si tu fais pas un travail d'intériorisation, où tu n'es pas bien avec tes ressources internes, tu vas voir que tu vas t'épuiser avec le monde extérieur à vouloir toujours plus, toujours mieux, toujours machin, plus fort. Parce que sensation forte, émotion forte, au bout d'un moment, c'est bien, hein, mais c'est un hamster qui tourne dans sa cage, tu vois. Le hamster, il faut qu'il s'arrête à un moment. Parce qu'il s'épuise, il y a des limites dans l'organisme. Mais il ne s'en rend pas compte. Le problème, c'est que je ne vois pas où est le problème. Moi, j'ai plein d'amis, ils ne voient pas où est le problème. Ils me disent, mais j'ai pas de problème, moi, tout va bien. C'est excitant. Alors, vous allez voir que c'est pas si vrai que ça. Tout va bien, sauf que sur la relation amoureuse, ça donne beaucoup des personnes qui sont coincées dans des relations toxiques, en manque, comme des toxicos. Hein. Ils sont en manque de cette personne. Alors, ils n'arrêtent pas de bassiner leurs amis avec, avec leurs problèmes amoureux. Ah, il n'est pas là, il m'a fait ça, il m'a fait ci, et pourquoi il n'est pas là, et bon, bref. Mais en fait, c'est pas l'autre qui a un problème, c'est j'ai un problème d'addiction à l'intensité. Oui, c'est ça, parce qu'après, l'addiction, c'est pas forcément un produit, c'est le... là, c'est l'addiction à la relation, sur cet exemple que je vous donne. Donc, c'est pas l'autre qui a un problème, parce que c'est intéressant de voir ça. Elle vous dit, mais alors, vous êtes sa copine, c'est une fille, tu as une copine à toi qui est addicte à l'intensité et qui se tape une relation de dépendance affective classique. Enfin, tu vois, ça mène en général à la dépendance affective. Dans cet exemple-là, elle t'appelle, elle te dit « Oh là là, elle se plaint avec mon mec ceci, il n'a pas fait ça, il n'a pas ceci. » Alors toi, tu vas dire « Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. » Et elle te dit comme ça « Ah mais j'aimerais tellement, peut-être qu'il faut que je le remplace par un autre, ça pourrait être mieux, je vais en chercher un autre qui sera mieux que celui-là. » D'accord ? Parce que celui-là, il me fait la vie horrible. Bon. Donc, mais en fait, le problème, elle ne pourra pas, parce qu'elle ne peut pas le remplacer avec quelqu'un d'autre, étant donné qu'il lui faut quelqu'un de toxique pour elle. C'est-à-dire mais oui, il lui faut quelqu'un qui lui fasse sentir le manque, l'intensité, la passion et le manque. Et donc pas quelqu'un qui est gentil, doux, agréable, sympa et sécure. Il faut quelqu'un qui lui fasse vivre une vie intense, mais souffrante. Oui, mais ça, c'est versus... Ouais. Ça, c'est versus une relation de 50 ans avec la même personne non, pas du devant la télévision. Ah non, pas du tout. Non, je ne sais pas. Non, pas du tout. Là, je te prends l'exemple. J'ai une copine comme ça qui se plaint d'être en relation avec un homme qui est plutôt évitant. Okay. Elle me dit, je vais le remplacer, il faut que je vais chercher quelqu'un qui me correspondra plus, etc. Mais non, parce que de toute façon, même si elle trouve quelqu'un qui rentre dans ses critères, comme il faut de l'intensité, et l'intensité ici, c'est la passion, et comme la passion, c'est avec le manque. Donc, mais après, si ça lui occupe sa vie.
Ah, mais il n'y a pas de problème. Pourquoi pas? Bah, sauf qu'après, elle se plaint. Mais le problème, c'est que quand vous l'avez au téléphone, c'est le problème de vos copains et copines addicts à l'intensité. Ils se plaignent du partenaire, mais le problème, c'est pas... Le problème, ça n'a rien à voir avec le partenaire. Ça a à voir avec l'addiction à l'intensité. Le vrai problème, c'est l'addiction à l'intensité. C'est pas le problème d'être dans une relation pourrie. C'est même pas le problème de la relation. Le problème, c'est que je suis addict à l'intensité et je ne peux pas rester immobile parce que j'évalue que c'est fade. Donc on est typiquement dans les problèmes des impacts des traumatismes. Parce que c'est ça les impacts des traumatismes. Hein? L'addiction à l'intensité peut masquer autre chose, c'est-à-dire que ça la soutient de quelque chose. Ah bah, donc oui. si on le lui enlève, mais c'est ça peut s'effondrer. Mais c'est complètement ça. On enlève les excitations possibles et imaginables, on va trouver une base anxieuse, une base dépressive, qui va alterner entre des moments de up and down. Et oui, c'est un échappatoire, c'est une échappée au vide, à l'anxiété ou à la dépression. Hein. Mais ce n'est pas vu comme ça. C'est-à-dire que la personne, tant que ça va à peu près, elle ne va pas reconnaître elle va dire ouais, j'aime bien les trucs qui bougent et tout, mais elle ne va pas dire je suis addict à l'intensité. Non, elle va dire oh, j'ai ma relation, elle est pourrie. Ma relation, mon mec, il me fait chier, il n'est pas ceci, il n'est pas cela. Mais jamais elle va reconnaître vraiment que le problème, ce n'est pas ça en fait. Parce que si tu remontes, et c'est ça que moi j'aide souvent les gens à remonter à la racine, parce que la racine, c'est pas ça. Le vrai problème, c'est, regarde ma chérie, tu es addict à l'intensité et tu tournes comme un hamster dans ta cage. Donc si tu me dis que tu vas te remplacer par un autre mec que tu vas chercher qui sera mieux, non. Parce que l'autre mec, d'ailleurs, quand elle en prend et c'est en général le cas, des gentils, des biens sous tout rapport, hop, coup de pied, hop, et dégagez-moi ça, il est trop... Ouais, mais elle dit pas qu'il est trop gentil, oh, ça va pas pour ci, ça va pas pour ça, mais jamais elle dit qu'il est trop gentil, elle dit ça va pas. Et l'autre qui l'a fait souffrir, là, c'est passionnel, mais elle s'en plaint. Donc il y a un problème, parce que c'est pas sympa de se plaindre toujours de quelque chose qui va pas. Quoi. Oui, mais du coup, ça l'a fait exister, la plainte. Oui, mais est-ce que c'est nécessaire d'exister par la souffrance? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. C'est pour ça que... Peut-être c'est nécessaire. Non, pour moi, c'est pas nécessaire de passer son temps à vivre en souffrance une partie de son temps. Il y a un problème sous-jacent. Pour moi, résoudre cette problématique d'addiction à l'intensité, c'est arrêter de se shooter à la souffrance aussi, quoi. On peut très bien vivre une vie intense sans souffrance. Exactement. Et donc ça on va développer le sujet. C'est l'idée, c'est ma direction thérapeutique, là. C'est l'idée que je vais développer, parce que je pense que les personnes qui souffrent comme ça, en se mettant dans des histoires pas possibles, elles ont intérêt à regarder le vrai problème et à trouver des options pour vivre une vie intense, pas ennuyeuse en tout cas, sans partir en se faisant un harakiri, quoi. Parce que là, c'est masochiste comme posture, elles ne s'en rendent même pas compte. Et le problème, quand vous êtes des amis, si vous êtes en amitié avec des personnes comme ça, souvent elles se plaignent de leurs histoires, et vous les écoutez, et vous rentrez dans leur sketch, en fait. Vous adhérez au fait que c'est le partenaire qui a un problème. Non, non. Vous ne voyez pas que c'est elle ou lui qui a un problème d'addiction à l'intensité. C'est pas le partenaire. Alors vous inquiétez, oh oui, c'est vrai, il n'est pas gentil, ça n'a rien à voir avec l'autre. Hein. Donc vous alimentez l'affaire, la névrose. Ça, c'est la solidarité féminine. Ouais, enfin les mecs, c'est pareil. Bon, alors, côté, un petit topo sur la chimie de l'addiction à l'intensité. Donc, comme c'est une addiction, c'est des shoots. Hein, donc c'est des problèmes hormonaux aussi. Hein. Il va y avoir des hormones qui vont rentrer en ligne de compte dans l'intensité. La dopamine, vous connaissez la dopamine, tout le monde en parle. Hein. Donc c'est associé au système de récompense du cerveau. Et lorsqu'on fait quelque chose de gratifiant, comme ressentir une forte intensité, notre cerveau libère de la dopamine, ce qui nous incite à chercher des sensations fortes à nouveau. Vous avez votre copain ou votre copine vous envoie un message, un shoot de dopamine, hop, où est le prochain message? Bon, voilà. Donc ça, c'est connu, tout le marketing, suite de rencontres, enfin, le marketing s'est emparé des histoires de shoot de dopamine depuis longtemps. Donc, ils savent comment faire pour appuyer sur le bouton et vous exciter en mode être addict à la dopamine. Et effectivement, il est prouvé que ceux qui sont addicts à l'intensité ont des récepteurs plus sensibles que d'autres
à la dopamine et qui ont besoin de plus de cette... voilà, ils ont plus besoin d'en recevoir que d'autres. Ils sont plus fragiles en fait. Pas de bol. Alors, plus tu vis des sensations fortes et des émotions fortes, plus ça augmente les niveaux de dopamine dans le cerveau et ça contribue ainsi à augmenter la sensation de plaisir et de récompense. Donc c'est le machin qui se mord la queue. C'est-à-dire plus t'en veux, tu t'en sécrètes et plus t'en as besoin, plus t'en as besoin, plus t'en as besoin et plus t'as besoin de récompenser. Voilà. Là, c'est moyen, mais c'est comme ça. Il y a la dopamine, la noradrénaline. C'est aussi la noradrénaline qui fait partie des hormones du stress. Hein. C'est un neurotransmetteur associé à la réponse de lutte ou de fuite, ainsi qu'à l'excitation. Donc des niveaux élevés de noradrénaline peuvent être impliqués dans la recherche de sensations fortes et dans la réponse au stress. Donc on est sur le système orthosympathique, là, hein. Dopamine, noradrénaline, sérotonine, moi, c'est plus quelque chose qui calme. Sérotonine, vous savez, c'est que, là c'est pour ça que je suis sur la relation amoureuse, parce que c'est tout ce qui est les câlins, être pris dans les bras, être regardé avec bienveillance, tout ça. Bon. Les bercements, tout ça, ça c'est la sérotonine. L'attachement, c'est de la sérotonine. Donc la sérotonine, c'est une dysfonction. Alors une dysfonction de la sérotonine dans votre système peut contribuer à des comportements impulsifs et à une recherche de sensations fortes. Voilà, donc la sérotonine joue quand même un rôle dans la régulation de l'humeur, de l'impulsivité, de l'agressivité. Donc quand vous manquez de sérotonine, des fois ça crée des problématiques d'addiction-intensité aussi. Et les endorphines, qui ont un rôle énorme aussi, vous connaissez les endorphines, hein, qui sont des hormones produites par le cerveau qui agissent comme des analgésiques naturels et qui peuvent également provoquer des sensations d'euphorie. Et les activités intenses, si vous faites du jogging ou du sport, je ne sais pas quoi, enfin, ça peut déclencher des libérations d'endorphines et ça vous colle une sensation de bien-être, de plaisir. Et après, vous avez envie d'y retourner pour vous ressentir bien à nouveau. Voilà. C'est un des intérêts du sport. Hein. Bah oui, mais il y a addiction. Si tu veux, parce que c'est toujours pareil. Tant que c'est optionnel, ça va. Hein. Si tu ne peux pas t'en passer, c'est coinçant. C'est piégeux. C'est toujours la même histoire. Et le glutamate aussi, qui est un neurotransmetteur excitateur, qui joue un rôle dans l'apprentissage de la mémoire. Et donc, quand on a des niveaux élevés de glutamate, il peut y avoir des comportements de recherche de sensations fortes, d'excitabilité neuronale. Les gens qui ont un système nerveux dérégulé, souvent, ils vont se chercher des shoots à la dopamine, aux endorphines, au glutamate, etc. Enfin voilà, parce qu'ils sont... S'ils n'ont pas ça, ils se sentent tout. Alors, à savoir que plus la dopamine est libérée rapidement et plus son dosage est élevé et plus le potentiel addictif est significatif. Par exemple, si tu manges du chocolat, tu as une libération plus vite de dopamine que si tu manges une pomme. Même si la pomme, il y a aussi de la dopamine. Et la cigarette, il y a encore plus de libération rapide. Donc il y a des produits où ça libère plus vite de la dopamine et après tu es coincé parce que plus tu as sécrété ça, plus tu vas en rechercher, plus tu as besoin de ta dose, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont addicts au chocolat, d'autres qui sont addicts et puis d'autres qui sont addicts à la cigarette et d'autres qui sont addicts au sport extrême et d'autres qui sont addicts à la relation amoureuse passionnelle. Voilà. Parce que on monte encore plus dans la... C'est mieux que la pomme, quoi. Ça libère plus de dopamine que la pomme. Parfois, c'est tout à la fois. Alors, qu'est-ce que fait l'addiction? Qu'est-ce que ça crée quand on est addict à toute cette chimie qui, a priori, et que, si c'est équilibré, c'est quand même pas mal de savoir se sécréter. Je dis souvent, hein, pour les personnes qui manquent de ressources dans leur vie, je dis, écoutez, trouvez-vous, sécrétez-vous de manière naturelle et plus saine des endorphines, apprenez à vous sécréter des endorphines autrement que par la dépendance amoureuse ou en sautant sur tout ce qui bouge, en ayant des conduites dangereuses, tu vois. Bon, voilà. Donc, c'est pas le problème de ces hormones, c'est est-ce que j'utilise une seule stratégie qui me libère vite ces hormones et après je cours après, ou est-ce que je sais diversifier les stratégies qui sont non dangereuses pour moi, écologiques pour mon système. Ce que fait l'addiction, alors l'addiction, soit ça détend, soit ça relaxe. Hein, quand quelqu'un, c'est les hormones de bien-être. Donc voilà, une fois que vous êtes shooté, que
que vous êtes dans les bras de votre doudou et que, voilà, de Roméo, si vous êtes Juliette, ben, vous êtes détendu, ça vous relaxe, vous avez fait l'amour avec lui, vous avez envie de et tôt ou tard, vous avez envie de recommencer. Qui n'a pas vécu ça? Voilà, le problème, c'est y retourner. Ça crée une envie d'y retourner, d'y retourner. Alors, au début, il y a du déni. Souvent, il n'y a pas d'addiction au début. C'est parce qu'il y a beaucoup de plaisir et beaucoup de détente et beaucoup de relaxation qu'il y a une forme de répétition addictive qui se génère en fait. Voilà. Parce qu'il va y avoir une mémoire. En fait, c'est que le cerveau se souvient de ces bons moments et il les a mémorisés, il veut y retourner. Mais c'est bien le problème. C'est tout le problème. Donc quand vous tombez... Moi j'ai souvent dans ma clientèle des personnes qui trouvent des très bons amants par exemple. Après, elles ne peuvent plus s'en passer quoi. Parce que il y a une... Surtout si elles ont connu personne avant de terrible. Donc d'un coup il y en a un qui passe. Elles ont l'impression que c'est miraculeux. Tu vois. Et du coup ça crée une addiction au partenaire. En fait c'est surtout à la sensation de bien-être que ça procure derrière. Et voilà, donc il y a une confusion entre l'amour, qu'il n'y a pas de l'amour ici, ça m'a procuré une telle sensation de détente, de bien-être, que je cherche depuis tellement de temps. Et la confusion, c'est je confonds l'objet d'amour, c'est-à-dire le partenaire, avec l'état interne que m'a créé le moment spécifique charnel, par exemple, ici. Voilà. Donc après, ils vont s'agripper au partenaire au lieu de voir que c'est l'état interne qui est recherché. L'addiction induit, ce que ça fait l'addiction, ça induit dans le cerveau des modifications neurobiologiques qui altèrent l'autorégulation. Donc du coup, après, c'est le désir qui régit le comportement. Vous voyez le truc? Vous n'avez plus le contrôle, quoi, en fait. Donc vous avez un système dérégulé et vous perdez le contrôle. C'est plus vous qui décidez, mais c'est votre désir impulsif, compulsif qui prend le relais. Et après, il y a souvent de la culpabilité. Souvent, les personnes qui sont quand même addictes ont une culpabilité en se disant « je ne devrais pas y retourner, mais j'y arrive pas, je ne peux pas m'en empêcher, je n'ai pas le contrôle ». Vous n'avez jamais remarqué? Voilà. Ben, tu vois, ça se joue dans le cerveau. C'est complètement chimique. Voilà. Parce qu'il y a une instance d'autorégulation, vous saurez tout, hein, dans le cerveau préfrontal, hein, dans le lobe frontal, qui empêche que l'on suive toutes nos impulsions. Et cette partie... Cette instance dans le cerveau préfrontal, elle est dysrégulée quand il y a une addiction à l'intensité. Et du coup, vous ne pouvez pas vous autoréguler autrement. Voilà. Donc vous êtes impulsif. Vous devenez impulsif et vous suivez votre désir. C'est plus fort que vous ne pouvez pas vous en empêcher. Voilà. Et donc ça va déréguler pas mal de choses. Les systèmes liés à la motivation, à l'apprentissage, à la récompense, à la régulation émotionnelle. Et ce qui va vous rendre moins sensible aux récompenses modérées. Alors ça, c'est quand même embêtant, hein, parce que si vous êtes moins sensible aux récompenses modérées, il va falloir des récompenses pas modérées, fortes. Donc c'est la carotte. Vous courez derrière une forte carotte. Voilà. Et donc c'est la course au toujours plus qui va vous provoquer de l'anxiété, des troubles de l'humeur. Enfin, vous avez vu, c'est un circuit malsain. Des difficultés à gérer le stress. Voilà. Et donc, ça va vous pousser à bouger encore plus. Il va y avoir un conflit, comme je l'ai dit, entre une partie qui se dit je pense que c'est malsain, je raisonne que c'est pas bien pour moi, cette personne, il faut que j'arrête parce que je peux me mettre en danger. Et elle est toxique pour moi, par exemple. Ou je déplace trop de montagnes pour elle, si c'est une relation amoureuse passionnelle. Et en même temps... Il y a une autre partie qui c'est plus fort que moi, je ne peux pas m'empêcher d'y aller parce que j'ai ma carotte qui m'attend là-bas, peut-être qu'il va me prendre dans les bras, qu'il va me regarder avec intensité et que je vais me sentir bien, je vais avoir ma carotte quoi. Et en général, c'est la carotte qui gagne sur le raisonnement. Moi je rigole, c'est pas drôle. Bon. Bon, un peu de légèreté, ça fait du bien parce qu'il y a des histoires dramatiques comme ça. Hein, quand je vois il y a des gens qui ont des conduites dangereuses, j'avais fait une conférence sur les conduites à risque. Hein, ils se mettent dans des états. Mais je suis sûre que dans le groupe, là, il y en a qui se sont mis dans des trucs pas possibles, dans des histoires invraisemblables. Tout ça pour avoir 3 grammes d'intensité, de bien-être, de shoot à la dopamine, à toutes ces hormones. Enlève le doigt, c'est bon. Oui, ça m'intéresserait. Combien d'entre vous êtes passés dans des histoires rocambolesques comme ça?
avec drama, enfin, des trucs drama, à vous mettre en vrac dans des histoires passionnelles, à être platement asphyxié. Il n'y en a qu'une? Ah non, ah bon, vous, bon, j'ai eu peur, je me suis dit, il n'y en a qu'une. C'est une obligation dans la vie, je veux dire, tu peux pas y échapper. Ah non, il y en a qui ont, non, il y en a qui vivront pas. Il y a des gens qui sont pas addicts à l'intensité et qui ils vont pas le chercher. Tout va bien pour eux. Bah, ils vont, oui, en tout cas, ça va pas être leur tasse de thé. Non, heureusement qu'il y a de tout. Tout le monde n'est pas à la même enseigne. Non, ça les intéresse pas, la passion amoureuse. Il y en a, c'est pas leur sujet du tout même. Ils vont vivre d'autres choses. Même l'intensité, c'est pas. Par exemple, je te prends des experts intellectuels ou scientifiques qui peuvent être passionnés par leur truc, mais ça va pas être. Tu vois, ils vont pas forcément. Il faut bouger, il faut s'exciter. L'addiction à l'intensité, c'est faut bouger, sinon je m'ennuie quand même. Je peux pas rester immobile. Tu as un cas comme ça, particulièrement croustillant, nous raconter, sans dire de nom. C'est quelqu'un qui est addict à l'intensité? Oui. Bah, moi, je l'ai été. Je ne vais pas prendre mon cas, mais toi, tu l'as été aussi. Donc, il y a eu. Après, moi, personnellement, j'ai une partie de moi qui est très structurée, tu sais, qui connaît les limites, qui ne veut pas se mettre en danger. Donc, voilà. Donc, j'ai un côté sage, comme ça, très raisonnable. Mais il y a des gens qui n'ont pas ce côté hygiéniste, mesuré. Il y a des gens qui sont très excessifs, déjà par nature, et qui ont tendance à ne pas évaluer le danger de certaines situations. Tu vas dans des soirées, tu prends des substances, des machins, bah oui, c'est quand même... Tu te couches à pas d'heure, etc., etc. Tu prends des risques, quoi. Il y en a qui ont du mal à évaluer. Tu vois. Mais ça peut être les deux. Les deux. On peut être conscient des risques et avoir envie quand même de... On peut être conscient des risques. On peut être conscient des risques et avoir quand même envie de tester. Oui, alors tu peux tester. Alors tester, c'est je fais une expérience. Ça ne veut pas dire que je vais mais le risque ensuite y après, c'est retourner. qu'on apprécie et qu'on y retourne. Et donc Voilà, on c'est tombe ça. Dans l'addiction. Dans l'addiction. Alors, quand tu as des règles internes, c'est mon cas, qui sont structurées. C'est-à-dire que tu sais que tu peux tester une expérience, mais sans te mettre en danger. Tu as la notion du danger, tu sais, tu vois, jusqu'où tu peux aller. Donc tu peux tester, mais ceux qui ont ces règles internes, qui sont un peu hygiénistes, tu vois, qui font plus de la prévention, ils vont tester, mais ils ne vont pas y retourner parce qu'ils vont dire, je vais, par exemple, boire, mais jusque-là, ou je vais sortir, mais jusque-là. Je vais pas, tu vois, je reproduirai pas plus loin. Parce que j'ai acté que cette expérience, elle pouvait me mettre en danger. Par exemple sur la cigarette ou sur une drogue ou sur l'alcool, etc. Il y a des personnalités qui ne vont pas être addicts, c'est-à-dire ils vont faire une expérience, mais ils vont vite s'arrêter en disant ça c'est la limite, tu vois. Okay. Mais ils ont moins d'impact traumatique que ceux qui ne savent pas s'arrêter, qui goûtent à un truc et qui y retournent, parce qu'il ne faut pas oublier, on l'a dit, le fond latent, c'est basé sur les impacts traumatiques. Les personnes qui ont une addiction à l'intensité ont beaucoup de figements dans leur organisme. Et le figement, c'est les résidus des impacts traumatiques. D'accord ? Donc c'est organique le figement, et ça te donne toujours envie de bouger, parce que ça te fait croire que si tu restes sans bouger, tu es en danger de mort. Donc il faut bouger tout le temps. Donc tu vois, et ça crée en même temps ce fond d'anxiété et de dépression. Donc tu es tenu et tu t'en rends pas compte, il faut bouger. Voilà. Donc ceux qui sont dans le schéma abandon, par exemple, les personnalités qui souffrent d'abandon, pour moins sentir le vide affectif, ils peuvent soulager leur souffrance et pour moins sentir la douleur par l'intensité relationnelle classique du genre. Bah oui. C'est un bon procédé. Bah oui, c'est un bon procédé. C'est comme ça qu'ils s'y prennent. Tu vois, là, je suis encore dans les symptômes. Là, je vous aide à repérer de quel endroit ça part, pour que vous voyez qu'il y a un problème. Parce que c'est malheureux, mais c'est plus, par exemple, plus tu as été abandonné, plus tu as une tendance à répéter ça.
Et plus pour soulager cette douleur de te sentir seule et vide, etc., plus tu vas te taper des relations intenses qui ressemblent à rien. Tu te retraumatises en fait. Tu règles absolument pas le problème, tu le renforces. Mais bon. Voilà. Donc les raisons, on l'a dit, hein, par ennui, surtout par ennui, pour éviter de se sentir seul. Le gros problème, c'est la solitude. Ou je me sens trop triste, ou j'ai trop de peur, ou j'ai trop de doutes, ou j'essaye de régler tout seul mes problèmes. Et donc, du coup, au bout d'un moment, j'y arrive pas. Ceux qui sont concernés, en général, ont souvent des problèmes d'estime de soi. C'est très lié à une mésestime de soi. Parce que si je ne valide pas ma valeur intrinsèquement, c'est-à-dire si j'ai besoin d'être valorisée par le regard d'un autre, je vais attendre que l'autre me valorise. Par exemple, je vais trouver un partenaire, bon, si on est dans la relation, je vais trouver un partenaire, je vais attendre qu'il me narcissise, qu'il me valorise, d'accord ? Et donc je vais croire que c'est grâce à son regard, s'il m'aime, s'il donne des signaux comme quoi il m'aime, et qu'il veut rester avec moi, ça veut dire que je suis quelqu'un de bien. S'il ne veut pas rester avec moi, je ne suis pas quelqu'un de bien. C'est complètement ridicule, mais c'est comme ça que ça se passe. Et donc je renforce, j'aggrave mon cas quand je fais ça. Et souvent, les personnes qui n'ont pas une bonne estime d'elles-mêmes vont être addictes justement à l'intensité, même si elles donnent le change, qu'elles font « non, moi je vais bien, je m'éclate, tout va bien madame la marquise ». En fait, pas du tout. Derrière, il y a souvent un problème d'estime de soi. Ça peut être aussi des personnes qui ne savent pas où est leur place dans leur vie, qui ne savent pas qu'elles sont compétentes, ou qui ont eux-mêmes des problèmes, des parents qui sont addicts et qui ont donné le modèle à l'enfant ou à l'ado de comment il faut faire plus tard. Ben voilà, l'addiction, ça règle tous les problèmes, c'est comme ça tu t'apaises. Donc c'est prouvé, hein, les enfants qui ont eu des parents alcooliques, ils ont plus tendance à répéter quand ils ont des difficultés à aller vite dans l'alcool que de régler les problèmes autrement. Ils ont modélisé en fait, malheureusement, c'est comme ça. Voilà, donc ceux qui sont addicts à l'intensité, vous avez remarqué, vont chercher à s'exciter sur des objets, enfin des choses qui sont à l'extérieur d'eux-mêmes. Donc c'est pour sortir de soi, je vais hors de moi chercher des choses qui vont m'exciter, qui vont me combler, qui vont me sortir de moi. Sortir, pourquoi ? Parce que moi, si je suis seule avec moi-même, je suis dans un espace de vide, de néant, de fade, d'ennui, de nullité, de je ne sais pas quoi. Bon, donc, en tout cas, quand je suis avec moi-même, c'est pas terrible. Donc j'ai besoin de sortir hors de moi par des trucs intenses. Vous avez compris ça ? C'est pour voilà, et donc ça, c'est un vrai problème. Donc, ce que j'ai vu ce matin, j'avais une patiente comme ça ce matin, elle avait une vie globalement insatisfaisante. Très souvent, les gens qui sont addicts, j'ai remarqué ça, addicts à l'intensité, là, elle était addicte à son amant. Elle s'était prise un amant parce qu'elle s'ennuyait avec son mari. Un classique du genre aussi, ça. Et rien de génialissime. Et donc... Qui n'a jamais eu d'amour. Mais le truc, c'est que le problème, c'était pas l'amant, ni le mari. Mais oui, c'était pas l'amant, mais c'était pas le mari non plus. Mais non, elle était addicte à l'intensité parce qu'elle se sentait vivante. Parce que pourquoi elle se prend un amant ? Parce qu'elle se sentait vivante et vibrante dans les bras, ou pas que dans les bras, à l'idée de voir son amant, d'un coup elle s'excitait dessus. Voilà, ça la sortait de sa routine. Voilà, elle se sentait vivante à l'idée de, là, ça y est, hop, 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 les papillons. Et donc, c'était ça qui la faisait vibrer. Sauf que le truc, le problème, c'était que globalement, sa vie était insatisfaisante. Parce qu'elle ne voulait pas quitter son mari, étant donné qu'elle se sentait coupable d'être une mauvaise mère par rapport à ses enfants, de rompre le contrat de mariage. Elle se sentait coupable d'être... pas à la hauteur de ses idéaux, tu vois, de bonne épouse aussi. Il est gentil, cet homme, mon mari m'a jamais rien fait, il est attentif, pourquoi je le quitterais sauf qu'elle n'était pas du tout heureuse, elle était en sécurité, mais elle s'ennuie. Mais elle s'ennuie parce qu'elle se sent coupable de le quitter, pour, soi-disant, ce qu'elle se dit, elle, des mauvaises raisons. Sauf qu'elle avait pris un amant depuis je ne sais pas combien d'années, et puis bon, elle n'avait qu'une envie,
Cet amant, il est marié, il n'est pas disponible, mais elle attendait le prochain prince charmant qui allait s'engager. Toujours pareil. J'attends que quelqu'un vienne me sauver la vie, ça sera le bon. Mais non, parce que en fait, ça ne résout pas, étant donné que le problème, c'est sa vie globale. C'est-à-dire qu'elle s'ennuie dans sa vie professionnelle qui ne l'intéresse pas. En plus, elle ne s'intéressait pas à son boulot, n'était pas terrible. Et en plus, tu rajoutes une histoire maritale dans laquelle elle s'ennuie, enfin, ça ne va pas, parce qu'elle est en sécurité dans le confort, mais en fait, elle n'avait qu'une envie, c'était de rester amie avec lui, mais pas de... Ils ne couchent plus ensemble, ils ne font plus rien ensemble. Donc, bon, voilà, bon, ils sont juste amis, qu'ils restent amis, quoi. Mais elle n'osait pas partir par culpabilité de rater, sa vie serait un échec, elle aurait échoué le mariage qu'elle avait entrepris. Voilà. Donc vous voyez que c'est, en fait, moi ce qui est intéressant dans des histoires comme ça, c'est que je vais travailler sur la racine. Et le problème, c'est pas l'amant, c'est pas le prochain mec qu'elle n'a pas trouvé qu'elle devrait trouver pour quitter son mari, c'est pas ça du tout. Hein. C'est que globalement, sa vie est insatisfaisante et elle compense par une addiction à l'intensité amoureuse ici pour se sentir vibrante. Mais parce qu'elle ne sait pas s'écouter et se donner et prendre le risque de vivre une vie beaucoup plus sympa pour elle. Elle ne se respecte pas en fait. Parce qu'elle ne veut pas être une mauvaise personne. Donc on voit l'estime de soi rabougrie, j'ai pas de valeur, je suis nulle, voilà, je crois que je rate ma vie si je quitte mon mari, je vais rater mon mariage, donc je suis coupable, ma fille va me trouver vraiment mauvaise, je suis la méchante, toutes des croyances comme ça, qui fait qu'elle a une vie insatisfaisante, et c'est une histoire globale, vous avez compris que ça n'a rien à voir avec l'amant, ça n'a rien à voir avec le mari en fait, ils ont pour rien eux. Donc, et ça c'est intéressant. Et par contre, elle était quand même addicte à cet amant. Bon, voilà les histoires. Et c'est quoi la solution alors ? C'était son mari. Ouais, enfin, ils vont. Mais c'est pour ça que j'ai dit ne pas confondre amour et je l'ai dit. C'était la première diapo. Oui, ne pas confondre amour et addiction à intensité. Moi, je dis mais non, elle n'est pas. C'est de l'addiction à l'intensité, parce que quand je lui pose la question, ça te permet quoi de voir ton amant et d'être malheureuse, parce qu'elle est malheureuse puisqu'il ne veut pas d'elle en fait, il n'est pas dispo. Mais non, mais l'amant ne veut pas puisqu'il n'est pas dispo, il est marié, donc bon, il la voit comme ça, ponctuellement, entre 4 et 5, voilà, comme beaucoup d'amants. C'est plutôt 5 à 7. Je peux ouvrir un peu là ? Le 5 à 7, ouais, moi la fête. Je fais chaud. 14, ah non, 17, non, non, touche pas le truc là, merci. Oh là là, mais catastrophe. Ouais, ça va, ça me dérange pas si vous... Non, Attends, ne touche pas ça. Ouais. Je suis addict à l'oxygène. Bon, c'est bien. On disait quoi ? 14 d'amour. Où est le micro ? Vous avez mis le Oui, micro. je disais, c'est quoi la solution pour qu'elle soit heureuse alors ? Ah, mais qu'elle cesse de croire qu'elle est coupable, tu vois, que c'est une mauvaise personne si elle quitte son mari pour le garder juste en ami, tu vois, que sa fille va être malheureuse, que son mari va être malheureux, et en plus son mari n'est pas malheureux, parce que comme elle n'ose pas le quitter, lui, il reste sur le canapé comme un chat à boire de l'alcool, parce qu'il y a une présence dans la maison qui est... comme un bon parent, quoi. Elle est là, elle est dans la maison, donc du coup, il ne se prend pas en main pour faire des trucs tout seul. Donc, il ne fait rien de sa vie, en fait. Il boit de l'alcool, et elle n'en peut plus. Enfin, voilà. Donc, en fait, c'est des histoires symbiotiques. Chacun croit qu'on a besoin de l'autre. Bah oui. Donc, du coup, à force d'avoir des croyances, je suis coupable, je ne devrais pas, je vais rater ma vie est un échec si et seulement si, bah, elle ne s'autorise pas à faire ce qu'elle veut. Et du coup, sa vie est globalement insatisfaisante. Et après, on va voir les addictions à l'intensité qui vont apparaître là-dessus. Parce que je m'ennuie, j'ai une vie plate, j'ai une vie inintéressante, ou je me mets trop de pression au boulot, ou je me mets trop de pression, j'ai une vie chiante en fait. Et donc du coup, je vais aller m'amuser en faisant la fête du slip, je sais pas où, ou en faisant du libertinage ailleurs, ou je sais pas, enfin, vous allez faire des trucs un peu... fun soi-disant, à vous exciter sur des trucs, parce que votre vie est globalement insatisfaisante. Donc il faut régler les croyances qui sont inhérentes à pourquoi je ne m'autorise pas à vivre des choses qui sont saines pour moi et bonnes pour moi, en fait. Je ne suis pas en écologie, en fait, c'est le truc. Voilà. Mais chaque cas étant différent, mais en général, c'est ça. En fait, l'addiction à l'intensité, c'est la fin, c'est la conséquence, c'est le symptôme. Si tu creuses, tu vois que la personne ne s'autorise pas à faire des choses bien pour elle.
Elle ne sait pas prendre du plaisir dans sa vie de manière tranquille. Il faut s'exciter sur des trucs, mais souvent le reste de sa vie n'est pas terrible. Il peut y avoir des interdictions à prendre du plaisir dans la vie aussi. Hein. Les gens qui se mettent beaucoup la pression, ils vont compenser en mode addiction à l'intensité. C'est des phénomènes compensatoires en fait. C'est des stratégies de défense pour gérer. Alors, ou un altruiste, j'étais sur un autre cas, un altruiste qui se sacrifie, par exemple, c'est une autre forme d'intensité. Je vais sauver ma copine de son marasme, et donc je vais passer des heures à l'écouter alors qu'elle ne va pas bien, alors que j'ai autre chose à faire. Donc je sors de mon vide intérieur pour aller au service des autres. C'est aussi une forme d'addiction à l'intensité. Intensité relationnelle, c'est pas amoureux là, mais c'est je me sacrifie pour les autres et je tourne en boucle là-dedans. Donc que ce soit la nouveauté, la sexualité, se sentir aimable, se distraire de son vide, ne jamais s'ennuyer, tout ça, ça répète ces problématiques d'addiction à l'intensité. Juste un petit point sur la dissociation, les troubles de la dissociation. J'ai parlé de figement tout à l'heure, c'est lié. Hein. Donc, les troubles de la dissociation, c'est quand vous avez l'impression que vous êtes là, mais vous n'êtes pas là. Et ça donne cette impression de ne pas vous sentir vivant. Vous êtes un peu anesthésié, vous ne sentez pas grand-chose. Et souvent, les gens addicts à l'intensité, en fait, ils ne sentent pas grand-chose. Il faut se sentir fort. Et s'ils ne sentent pas fort, ils ne sentent pas. C'est tout ou rien. Ou je sens, quand c'est fort, le stimulus, ou je ne sens pas grand-chose. Donc, tu parles du curseur, c'est émotion forte, sensation forte. Mais parce que si tu les touches comme ça, ils ne sentent pas, il faut les toucher comme ça, tu vois. Il faut qu'ils se disent, je te prends les bras comme ça, mais si je te prends comme ça, je sens rien. Donc, le problème des gens qui sont dissociés, ils sont donc anesthésiés, ils ont pourtant une forte sensibilité, mais le système de défense fait qu'ils ont tellement été soit abusés, soit intrusés, soit maltraités, soit je ne sais pas quoi, enfin ils ont eu des problèmes, qui fait qu'ils se sont coupés. Ils se sont coupés, donc il y a de l'anesthésie émotionnelle et sensorielle. Et donc après, ils vont chercher des émotions fortes et des sensations fortes pour sentir le vivant. Qu'est-ce que tu appelles intrusé? Tu as dit intrusé, c'est des parents intrusifs ou des abus. Tu as été abusé par un autre adulte ou par je sais pas, toutes les problématiques d'intrusion des frontières. On rentre dans tes frontières. Le forçage nourriture, c'est aussi une forme d'intrusion, par exemple, pour les enfants. Il y a plein d'exemples d'intrusion. On te force. Je sais pas, vous réfléchirez à des exemples d'intrusion, mais bon. Voilà, donc pour éviter de sentir mon hypersensibilité, les hypersensibles aussi peuvent être addicts à l'intensité. Parce que si je suis hypersensible, je vais vite être intolérant à plein de trucs. Et donc, pour éviter de sentir ma supra-sensibilité, je vais me mettre à bouger, à croire qu'il y a un ailleurs meilleur, à me passionner pour un truc, à me créer des idéaux et à croire à mes histoires que je me raconte pour éviter d'être trop sensibilisée, trop affectée. Hein. Voilà. Donc, soit je suis un peu dissociée, je ne sens pas grand-chose, soit je suis hypersensible. Et dans les deux extrêmes, on va avoir des gens addicts à l'intensité. Mais ces deux extrêmes n'amènent pas forcément à l'addiction à l'intensité. Alors elle a dit, ces deux extrêmes n'amènent pas systématiquement, non, ça peut être des facteurs déclenchants. Ça peut être des facteurs. Voilà. C'est pas systématique. Non, c'est pas systématique. Il y a un chercheur qui avait travaillé, Patrick Carnes, sur l'addiction en 1990. Vous savez que le stress post-traumatique, tout le travail de l'attachement traumatique, c'est assez récent en fait. C'est des années 80-90 qu'on a travaillé là-dessus. Avant, ça n'existait pas. Dans la psychiatrie, le symptôme du stress post-traumatique n'était pas identifié. Enfin, le concept n'était pas identifié. Donc c'est quand même assez récent qu'on parle du stress post-traumatique et de l'attachement traumatique. Et on a repéré que les personnes qui étaient addictes à ces intensités passionnelles, amoureuses, comme ça, faisaient les montagnes russes comme quelqu'un qui est en captivité.
qui va évoluer avec des sentiments contradictoires d'amour et de loyauté en dépendant de son ravisseur pour sa survie. Quand on est en captivité, souvent on voit le syndrome de Stockholm, hein, où vous savez que tu t'identifies à l'agresseur comme si tu ne peux pas t'en... Il y a comme un état amoureux avec l'agresseur et que tu commences à te soumettre. Et c'est pareil dans les états amoureux passionnels, très souvent on va retrouver la même chose. Vous vous attachez à quelqu'un qui vous donne de l'amour de façon intense, puis qui retire, puis qui redonne, et qui retire, et ce de façon répétitive. Et donc y a des disputes, et puis vous ne savez pas où vous en êtes, vous ne savez pas qui est coupable, vous y voyez plus clair, vous êtes confus. Et donc vous avez tous les shoots dopamine, ocytocine et vasopressine quand la personne redonne de l'attention. Mais vous sentez de la peur, du manque, vous n'arrivez plus à réfléchir de manière rationnelle, vous avez l'impression que vous êtes un peu maso. Voilà. Et ça, c'est très chimique en fait, hein. C'est la dopamine pour les phases positives, pour la récompense. Et après, vous repartez dans ce circuit infernal. Et donc, cette histoire d'attachement traumatique, ça avait été abordé en 1990. Et c'est vrai qu'ils avaient repéré que ça avait des ressemblances avec les gens qui étaient en captivité, en fait. C'est quand même curieux qu'on retrouve les mêmes symptômes, en fait. Quelqu'un qui est en captivité. Hein? Petit, on est en captivité. Petit, tu n'es pas forcément en captivité. Que la survie va être ouais, mais obligée de s'adapter. Comment te dire? Tu n'es pas en prison quand tu es petit normalement, parce que si tu es dans un attachement sécure et que... Ouais, bah oui, si les adultes... ouais, mais pas que nourris. Si les adultes environnants sont plutôt adaptés, répondent à tes besoins, bah, ils ne peuvent pas répondre tout le temps à tes besoins, mais si globalement ils répondent à tes besoins, même tu n'es pas dans la survie, tu vas croître de manière fonctionnelle. Si ce n'est pas le cas... Tu vas avoir des problèmes de... Non, mais le petit, quand il naît, ouais. quand il arrive au monde, il a intérêt à ce que des personnes s'occupent de lui. Mais bien sûr. À partir de là, il va développer des stratégies. Oui, alors mais il n'est pas en prison. L'enfant n'est pas en prison. Enfin, il y a un risque de survie quand même. Oui, mais il n'a pas peur qu'il ne peut pas vivre. Bien sûr que si. Si, l'enfant est dépendant. L'enfant est dépendant de l'environnement, des adultes qui l'environnent. Mais pour autant, il n'est pas. C'est pas comme l'attachement traumatique. C'est l'attachement, ce que je décrivais là. C'est parallèle. Ils ont fait un parallèle avec les gens qui sont en captivité, avec le syndrome de Stockholm, tu vois. C'est ce qu'on appelle, tu sais, quand tu es sous emprise de la passion. Donc tu es avec quelqu'un qui est sous emprise, tu te fais manipuler, des histoires comme ça. Mais tu es confus. Et les enfants ne sont pas là-dedans quand ils sont petits. Ils ne sont pas tous manipulés, ils ne sont pas tous en prison, quoi. Non, tu ne peux pas faire de parallèle avec l'enfant. L'enfant, effectivement, est dépendant des adultes qui l'environnent, mais ils ne sont pas tous en captivité, heureusement. J'ai fait un lien entre l'addiction et la culpabilité, l'addiction à l'intensité et la culpabilité, parce que souvent les personnes qui sont addictes à l'intensité, pas toutes, hein, mais il y en a certaines qui se sentent coupables de fonctionner comme un robot, tu vois, de répéter toujours le même truc. Par exemple, je suis obligée de bouger. Donc, elles ne savent pas comment s'arrêter, elles le voient, et elles se sentent coupables de ne pas arriver à ralentir, ou à cesser cette relation, ou à moins le voir, ou à se poser, tu vois. Et il y a une forme de se sentir mal et de rajouter de la culpabilité. Non seulement la relation marche mal, par exemple, et en plus il y a de la culpabilité de ne pas arriver à cesser la relation. Donc ça rajoute des couches. Et c'est pas un manque de volonté, hein, c'est vraiment je suis accro, quoi. Je ne peux pas me passer à personne. Alors, peut-être ça va vous intéresser de voir les pistes maintenant. Comment on cesse de tourner en rond comme un hamster qui s'agite dans son bocal. Le poisson, le hamster, il n'est pas dans un bocal. Le hamster, il tourne dans son machin. À moins que vous ayez des questions sur... non, ça va. Alors, à votre avis, tiens, je vais vous faire réfléchir. À votre avis, comment vous êtes sortis de relations passionnelles toxiques comment ceux qui sont addicts à l'intensité ont généré des bascules? Parce qu'il va falloir faire une bascule, hein, de toute façon. Une bascule, c'est un revirement de direction, changer de direction. Je pense qu'il faut
Ouais. Je pense qu'il faut se reconcentrer sur soi et peut-être augmenter son estime pour, pour être moins dépendant de l'autre, moins en attente de l'autre. Oui. Donc, on a parlé des problèmes d'estime de soi. Oui, il peut y avoir un travail à faire sur, effectivement, prendre confiance en moi. Comment tu as des idées sur comment tu as fait pour... Non, moi, c'est une idée qui t'est venue? C'est une idée qui m'est venue, ouais. Non. Après, je pense qu'il faut aussi s'écouter. Reprends le micro. Il faut s'écouter. Alors, juste... Non, moi, personnellement, c'est plus sur s'écouter et pas vouloir plaire. Pas vouloir plaire? Pas vouloir plaire... à tout prix. À tout prix. Ouais. Et s'écouter plus en respect avec ce qu'on déçoit. Voilà, donc ça, c'est un peu l'exemple que j'avais donné de ma patiente de ce matin. Hein. C'est un travail sur le respect de soi, l'écoute, comment j'écoute mes besoins, comment je reste en contact avec mes envies, comment D'ailleurs, ça donne confiance en soi. Quand tu vois que tu arrives à t'écouter, à faire des choses pour toi et que ça marche, bah, du coup, tu augmentes la confiance en toi parce que tu prends appui sur toi. La confiance en soi, elle ne peut pas se remonter comme ça. Hein. C'est pas possible, ça ne se fait pas tout seul. La seule possibilité, c'est une validation intrinsèque. Ce n'est pas les autres qui vont vous valider, c'est moi qui me valide de moi. Et comment on fait? C'est estime de soi, mode d'emploi. Comment on fait? On fait des choses qui sont bonnes pour soi, c'est-à-dire on répond à ses besoins, à ses envies. On apprécie, on en profite, on prend du plaisir quand il y en a. Et du coup, on prend confiance en soi comme ça. Parce qu'on se dit, ah bah ouais, je me respecte, je m'écoute, comme tu as dit, ça se passe bien, je m'équilibre, je me stabilise, je vois que je peux me passer de ce partenaire avec qui me faisait la vie, enfin avec qui je vivais un enfer. Et donc, du coup, j'apprécie pleinement de pouvoir me faire confiance dans mes propres appuis, pas sur les appuis de l'extérieur. Le problème des attentes relationnelles, quand je suis passionnée, c'est que j'attends que l'autre me comble, l'autre, je sais pas, soit dans ma vie et m'épanouisse, je sais pas quoi, tu vois. Donc ça va avec, en général, sur les addictions à l'intensité amoureuse, ça va beaucoup avec l'attente d'un couple réussi. Ou d'un couple qui va me combler, ou je sais pas quoi. J'attends le sauveur, en fait. Hein. Voilà. Ce que je pense, c'est vraiment lié au respect. En fait, moi, vous me dites comment on arrive à passer ce genre de relation. En fait, c'est pendant la relation, en fait, on se dit il me respecte pas, mais je l'aime. Ah bah voilà, je l'aime, voilà, le grand mot. T'as bien fait de le dire. Voilà. Mais quand on commence à réfléchir, on se dit mais en fait, c'est pas lui qui me respecte pas. C'est moi qui me respecte pas. Ça, donc il faut travailler je vais me respecter. Je vais décider de me respecter. Pourquoi je me respecte pas? Ouais. Et lui, en fait, il y est pour rien, c'est un con, c'est tout. Mais... Moi, je juge pas l'autre, mais c'est pas. En fait, l'autre. Mais le problème, il est pas chez l'autre. C'est moi qui suis malheureuse, donc. C'est moi qui me respecte pas. Et tu as raison de. C'est vrai, on va examiner mais pourquoi j'en suis arrivée à ne pas me respecter comme ça. Alors après, on va trouver le pourquoi du comment, et surtout comment je fais pour apprendre à me respecter. Ce que j'appelle moi l'écologie interne, d'être en écologie avec toi, avec ta vie, tes besoins, tes goûts, tes appétences, tes talents, enfin ce que tu aimes faire, vivre. Ça va aussi souvent demander une phase d'exploration pour découvrir qui tu es, parce qu'il y a des gens qui ne se connaissent pas, ils n'ont pas eu le temps d'explorer leur goût en fait. Ils tournent toujours sur eux-mêmes, à faire toujours la même chose, et ils imaginent qu'avec un partenaire ça va être chouette, mais tout seul, non. Donc ils n'ont pas exploré, on ne leur a pas pris par la main pour explorer des nouvelles choses, des nouvelles activités ou des choses. Donc ils ne savent pas qui ils sont. Donc ça peut être aussi, passer par une période d'exploration. Qui je suis, qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce que je préfère, quelles sont mes appétences, des trucs comme ça. Mais c'est vrai que c'est très juste que pour sortir d'une addiction à l'intensité, il va y avoir quand même un sevrage. Hein, on n'en a pas parlé, mais un sevrage, ça veut dire... le problème du sevrage, et on le sait pour les drogues, il faut créer des fenêtres de tolérance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer du tout au rien. Vous ne pouvez pas passer d'une relation intentionnelle, passionnelle, forte à zéro. C'est juste pas possible. Donc il faut, c'est très par palier, c'est progressif. Donc c'est pour ça que la culpabilité, souvent je leur dis, mais si vous ne pouvez pas vous empêcher d'y retourner, faites-le, c'est pas grave, on s'en fout. À la limite on s'en fout. Parce que souvent ils me disent, ah mais qu'est-ce que je fais, j'y retourne pas, je l'appelle pas.
Le sujet, il n'est pas si tu l'appelles, si tu ne peux pas t'empêcher de l'appeler, tu l'appelles. Ça ne va rien changer à la face du monde. Le problème n'est pas du tout là. Le problème, c'est je dois apprendre à me respecter. Pour l'instant, j'en suis pas capable. Et je ne peux pas me sevrer puisque je crois que je l'aime et je crois que j'en ai besoin et je crois que tati, je fais toute une histoire qui est fausse. Mais j'ai mes shoots à la dopamine, j'ai mes shoots à mes hormones là, donc hop, ok. Donc pour l'instant, je suis dans ce cercle. Je suis le hamster qui tourne dans sa cage. Donc que tu écrives un peu plus, un peu moins, que tu y retournes un peu plus, c'est pas le sevrage, ça peut pas être du jour au lendemain. Donc en fait, c'est apprendre à générer des fenêtres de tolérance pour pouvoir être avec un peu moins de l'autre. Ça, c'est la relation. Hein. Pour pouvoir supporter moins de moments sans l'autre. Plus de moments sans l'autre. Et de voir que quand je génère ces moments petits, ces minimalistes, ça se passe bien, parce que je commence à faire des choses pour moi, et que ça se passe bien. Donc je commence à tolérer aussi beaucoup plus de silence. Beaucoup moins d'excitation dans tous les sens. Parce que souvent dans la relation, dans la passion, il y a beaucoup de disputes, il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de bavardage pour pas grand-chose. Et vas-y que ça bavarde dans tous les sens, sur tout et n'importe quoi. En fait, ça fatigue, en fait. Ça surstimule, ça fait de la surchauffe. Et ça dérégule le système. Tout ça pour 3 miettes de shoot de dopamine. Là. Bon. On est content. Donc voilà, donc on ne s'énerve pas sur le fait de passer du tout ou rien. On se souhaite, on s'autorise à générer des petites fenêtres de tolérance où je peux tolérer un peu moins de cette histoire passionnelle. Je peux me sevrer un peu. Et je vois qu'en m'orientant sur mon plaisir, je change les stratégies pour m'orienter sur le plaisir, mais de manière différente, beaucoup plus adéquate, en agissant sur ce qui dépend de moi, pas sur quelqu'un dont je n'ai pas le contrôle. Voilà. Donc ça commence à aller mieux, et c'est comme ça que je prends confiance en moi. Parce que je prends confiance dans mes appuis, parce que je vois que je m'en sors. Et non seulement que je m'en sors, mais je m'en sors bien. En général, je m'en sors bien. Donc après, on agrandit les fenêtres. Voilà, on les agrandit, enfin on arrange ce qu'on fait en thérapie. Hein. On applaudit la personne, on dit c'est super, je te félicite, c'est vachement bien, tu fais des progrès. On soutient en fait, hein, mais comme un bon parent. Et voilà, et du coup après elle commence à prendre son envol parce qu'elle peut se passer de plus en plus de cette relation. Mais ce sevrage, ça passe toujours par des paliers. Hein. On va pas, parce que les personnes qui disent ah ben je vais m'en passer, je vais me passer de cette personne. Je vais bloquer, par exemple, je vais la bloquer, je vais enlever toutes les photos, c'est radical, mais ça marche vachement mieux. Pas bien, ça, c'est pas terrible ce truc, ça. Des fois ça les fait. Ou alors ça part direct dans l'effondrement. Soit ils n'y arrivent pas, donc ils rebalancent un mot sur WhatsApp ou je sais pas quoi, soit ils n'y arrivent pas, soit ils s'effondrent. Et ça n'a aucun intérêt d'aller s'effondrer. Parce qu'il faut prendre des repères autres, mais petit à petit, on ne peut pas remonter comme ça en 2 minutes. Surtout quand on est bien en bas, là. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on se met dans des histoires d'addiction à l'intensité, on l'a vu au début, il y a beaucoup de dérégulation quand même. Donc, donc, être beaucoup dans la bienveillance avec soi, ne pas oublier de ne pas s'accuser, de ne pas se culpabiliser, de ne pas s'en vouloir, de ne pas y arriver tout de suite en 2 minutes. C'est important. De s'accepter comme on est. De surtout pas s'agiter sur le contenu. Alors, je l'ai dit, le contenu, c'est ici le partenaire ou la partenaire, en passant tout le temps en revue l'histoire, se refaire le film de l'histoire. Le problème, c'est pas l'histoire, le problème, c'est l'addiction à l'intensité. Je répète 50 fois la même chose, mais c'est ça qui est important de voir. Donc la direction à prendre, c'est résoudre ce problème d'immobilité, et pas de résoudre le problème avec le partenaire. Donc il faut lâcher le contenu de l'histoire en fait. Et ça c'est très rare. Je vois très peu de personnes qui sont capables de faire ça. En général, elles sont dans l'histoire et elles tournent en boucle sur l'histoire. Vas-y, qu'est-ce que j'aurais dit, il n'a pas ce qu'il a dit, et pourquoi il n'a pas dit ça, et peut-être qu'il va dire ça, et peut-être qu'il doit répondre ça, et tati, et tata, et ça dure des heures. Et pendant qu'elles font ça, elles s'épuisent, et elles ne sont pas au bon endroit de la direction. Et oui. Ouais, vas-y, prends le micro. Il y a des relations qui sont toxiques, mais qui ne sont pas passionnées. Ah, les relations toxiques sont en général passionnelles. Si, en général, toutes les relations toxiques ou maltraitantes. Une autre sorte d'intensité, en fait, d'addiction à l'intensité, mais qui ne serait pas liée au sexe, en fait.
pas la passion amoureuse. Eh ben, tu parles de quoi? S'il n'y a ni passion romantique, ni... Alors c'est soit romantique, il y a des relations que romantiques intenses, où tu as des gens qui ont des relations, d'ailleurs même d'amitié, il y a des gens qui ont des relations d'amitié intense, romantique d'amitié intense, ou sexuelle intense, ou les deux. Et tu penses à quoi? Non, je sais pas, ça peut être une relation toxique qui dure, parce qu'il y a certainement un intérêt à ce que ça dure, pour l'un et pour l'autre, mais il n'y a pas de relation, il n'y a pas de... Comment il n'y a pas de relation? Il n'y a pas de relation de quoi? Pas de passion amoureuse, justement, pas de ça. Si, il y a de l'intensité. Il y a d'autres choses. Dans toutes les relations mais toxiques, du coup, l'intensité, elle se retrouve c'est pas dans forcément de l'état amoureux. Moi, je n'ai pas parlé d'état amoureux, j'ai parlé d'intensité. Donc, l'intensité, c'est sensations fortes, émotions fortes, beaucoup de crises, beaucoup de disputes, ça s'enflamme, il y a le feu, voilà. Donc, il y a de l'intensité. Rappelez-vous que les gens les plus traumatisés vont avoir tendance à s'engouffrer dans des relations toxiques et à y rester. Pourquoi? Parce que, j'ai oublié de le dire ça, mais ils revivent des situations comme ça pour tenter de les dépasser. C'est comme si les réponses de fuite ou d'attaque vont pouvoir peut-être se manifester avec ce partenaire-là, mais comme ils n'ont pas été équipés, ils ne sont toujours pas équipés pour donner les réponses inachevées de ceux de leurs parents. Pigez le truc. Donc, juste au moment où ils pourraient avoir les bonnes réponses qu'ils n'ont pas eues avec leurs parents, ils ne les trouvent pas parce qu'ils se coupent, en fait, ils sont vite débordés émotionnellement, parce que ça surstimule trop vite. Et donc, du coup, ils ne peuvent pas effectuer les bonnes réponses qui devraient leur permettre d'arrêter d'arrêter un partenaire qui t'engueule, par exemple. Oui, c'est ça, c'est du coup de se dire que ça va s'arranger. Ça, c'est un autre effet impulse des relations toxiques, c'est d'avoir l'espoir qu'un jour, ça va s'arranger et que la personne va se transformer en une bonne personne. Donc ça fait partie des relations de dépendance. Oui, que la relation va s'arranger, que... Voilà. C'est l'espoir qui tue, comme on le dit souvent, et qui rend misérable. Mais ça fait partie des relations. Alors ça, j'ai plus traité dans les problématiques de dépendance affective, parce que j'ai quand même beaucoup travaillé sur la dépendance affective. C'est le fameux espoir qui rend misérable. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais il n'y a pas que moi qui le dis, toutes les personnes idéalistes qui rêvent et qui ont des espoirs d'un ailleurs meilleur et d'un machin extraordinaire, tous ceux qui rêvent le plus sont ceux qui souffrent le plus, parce qu'ils ne sont pas en contact avec la réalité, et ils ne mettent pas de limites, et ils se racontent des histoires, ils vivent dans leur tête, ils ne sont pas du tout présents au réel, en fait. Donc quand j'ai l'espoir et que j'arrête pas de voir que l'autre ne change pas, et que je ne change pas, et qu'il n'y a rien qui change, bon, je vis dans ma tête, à anticiper d'un ailleurs meilleur. Mais pour l'instant, je ne suis pas là. Pour l'instant, ce n'est pas ce qui se passe devant mon nez, là. Pour l'instant, devant mon nez, ce n'est pas terrible du tout. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est vrai que, en fait, en t'écoutant, j'ai un peu l'impression que dans une relation où on est addict, enfin une relation avec beaucoup d'intensité, j'ai l'impression que la meilleure issue, c'est la rupture ou la fin de la relation, quoi. Là, alors, bonne remarque. Ça peut être une option. La question, c'est pas tellement l'autre, ça va être toi. Est-ce que tu restes dans cette relation parce que toi, tu es addict à l'intensité et que ça te fait du bien, ou est-ce que tu es tellement désorganisé comme type de relation que tu es hyper mal, quoi. Tu es en stress, en fait. Tant que ça ne te met pas en stress, cool. Ça veut dire que le curseur n'est pas trop élevé, tu prends le bon. Tu supportes, en fait, tu tolères le côté excitatoire, c'est-à-dire tous les shoots que tu te fais. Voilà. Mais je pense que quand il y a vraiment une addiction, tu ne peux pas t'en passer et tu souffres. Donc c'est le niveau de stress qui va être l'élément notable, qui va dire là, il y a un problème. C'est moi qui ai un problème. Parce que bon, après, tu n'es pas obligé de personne, elle ne te met pas le gun pour que tu restes avec elle. Donc, sauf si tu es homo, mais tu dois être hétéro, non? Maintenant je me méfie parce que je ne sais plus comment parler parce que j'ai des Hillel, des homos, j'ai de tout. Enfin bref, reprenons. Donc elle ne te met pas le gun pour rester avec toi, donc c'est à toi de voir quels sont les motifs pour lesquels tu restes dans cette zone de souffrance. Pourquoi tu ne mets pas de limite ou pourquoi tu espaces pas? Parce que ce n'est pas non plus la rupture, tu peux aussi espacer, mettre à distance, la mettre sur une étagère amicale. Enfin, tu as plein de manières de gérer la relation sans forcément, tout ou rien. Voilà.
Mais si tu ne le fais pas, c'est qu'il y a quelque chose que tu trouves, et notamment cette histoire de chimie addictive, qui se répète inlassablement et qui a une familiarité avec l'intensité, émotion forte, sensation forte, y compris dans la souffrance. Parce que les gens les plus traumatisés n'oublient pas qu'ils ont vécu dans la souffrance. Et donc, il y a une familiarité avec la souffrance qui est intense. Donc, c'est pas une, on n'est pas, il n'y a pas une jubilation dans la souffrance. Mais il y a un côté un peu maso qui est je peux le tolérer parce que je l'ai déjà supporté. Je connais, en fait, je suis familier avec. Tu vois, et c'est ça qui n'est pas terrible, c'est un peu malsain comme truc. Parce que tu pourrais tolérer des trucs que d'autres ne tolèrent pas. Tu vois, souvent, moi j'ai des personnes qui viennent me voir qui disent « Mais moi je ne supporte pas les cris parce que quand on était petit, il n'y avait personne qui criait dans ma famille. » Oui, mais donc il y a non-tolérance aux cris. Alors que ceux qui avaient beaucoup de disputes de cris dans leur famille, bah oui, bon, il y a des cris, bon, bah oui, bon, voilà, alors, ça passe comme ça, on va rester, c'est pas grave. Mais si, tu vois, c'est une très bonne remarque. Mais oui, et c'est pareil sur l'addiction à intensité, tu vois, c'est comme si tu peux vivre dedans sans dire que c'est grave. Il y a une méconnaissance, il y a un déni du stimulus. C'est quand même ennuyeux. Parce que du coup, ça ne te permet pas de mettre une limite en disant, bon, je vais faire autrement dans cette relation. Bon, tu peux ou rompre, ou la mettre à distance, ou faire différent en tout cas. Voilà. Non, parce qu'il y a d'autres manières de gérer des relations que de faire tout ou rien. Mais, et ça peut être bien de rompre aussi, tu vois. Mais voilà. Le problème de la rupture, c'est que ça peut générer un effondrement. C'est-à-dire, j'ai tellement pas l'habitude du silence, du calme. Ok, ça me soulage, mais je suis trop dans le vide. Et n'oublie pas que les problèmes d'enfants abandonnés, enfin des histoires comme ça, je ne gère pas le vide affectif, quoi. Donc je fais comment là? Si je suis complètement effondrée, je peux me taper une dépression, je fais quoi? Tu vois, c'est mieux. Donc c'est ni rester dans cette relation toxique, addictive, ni sombrer dans la dépression. Donc il y a un entre-deux à trouver. Hein. Voilà. C'est pour ça qu'on a des accompagnements thérapeutiques d'ailleurs. C'est pour éviter que les gens ils coulent. Et d'ailleurs, ils ont tellement peur, souvent ils disent à l'idée de rompre, je ne vais pas gérer ma solitude, je vais pas me gérer en fait. Je ne vais pas supporter, je ne pourrais pas imaginer d'être seule, c'est la cata. Bon, moi je pense qu'un jour, un de ces quatre, je vais travailler sur la solitude parce que ça c'est vraiment un problème racine, tu vois. Voilà, parce que l'ennui, le problème des addictions à intensité, c'est bien, on a vu, hein, l'ennui, le vide, sentiment d'être nul, d'être creux, tu vois, il ne se passe rien, ma vie, il n'y a rien, beurre, ma vie, beurre. Bah oui. Donc en fait, vous avez vu, pour sortir de l'addiction à intensité, il faut apprécier autrement, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de déprécier les machins intenses et d'apprécier ce qui est évalué comme non intense, qui est le quotidien. Tant que vous n'avez pas un quotidien intense, vous êtes cuit. Vous avez compris. C'est pas dans les moments, les séquences charnelles extraordinaires ou les séquences, je sais pas, de fêtes intenses ou avec des substances ou avec tout ce que vous voulez, qui a l'éclate, ou dans des projets, des objectifs où vous êtes archi créatif et vous vous excitez comme un pou. C'est pas là où il y a la clé du bonheur. Donc méfiez-vous, ça doit être dans votre quotidien. Ça doit être dans les petites choses du quotidien que vous devez trouver de l'intensité. Pas dans les choses extraordinaires. Et là, vous gagnez un point. Hein. Parce que vous pouvez à la fois aller vous exciter sur des trucs, mais à la fois être dans la gratitude des petits riens du quotidien. Par contre, c'est merveille de se réveiller le matin, c'est ça? Ouais, enfin moi c'est pas trop mon truc de m'émerveiller le matin, mais bon bah je trouve autre chose. Hein. Tu trouves d'autres trucs. Chacun tu trouves tout ce que tu veux. Hein. Chacun trouve ses astuces pour voilà, arrêter de croire à l'ennui en fait. Un jour, je me rappelle dans un stage, on avait fait ça. On savait qu'il y avait un bug avec l'ennui, puisque en plus c'était un stage de tantra, et dans le tantra ils adorent, homme-femme, ils adorent, enfin quand ils sont hétéros, ils adorent se coller à deux, tu vois, en mode fusionnel. Voilà, ils adorent la fusion. Souvent ils viennent pour ça. Bon, alors, on fait un exercice, on leur dit, dans 2 minutes vous allez vous retrouver à deux. C'était waouh, super, trop bien. Les hommes en face des femmes, waouh, trop bien. Vivement les travaux. Vivement. Ouais, c'est ça, vivement les travaux radis.
Et puis, hop, c'est quoi? On les a fait se retourner contre le mur. Alors maintenant c'est pas l'exercice. Vous allez vous retourner chacun contre le mur, de l'autre côté. Vous allez regarder le mur et vous allez méditer sur le mur pendant... on n'a pas dit combien de temps, mais on les a laissés 1 heure à méditer sur le mur. Ils ne savaient pas combien de temps. Et donc, en fait, le truc, c'était vraiment pour travailler sur l'ennui. C'est-à-dire, je vais arrêter de m'exciter à l'idée qu'un homme, une femme, on va s'éclater. Enfin, il y a un potentiel de d'éclate. Non, on va vraiment voir. Et qu'est-ce qui se passe quand je n'ai plus d'espoir? Tu vois, quand je perds l'espoir et que je vais vraiment m'ennuyer. Donc, médite là-dessus, tu vas voir, c'est intéressant. Fascine-toi par cette affaire de l'ennui pour voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a vraiment de l'ennui ou c'est l'idée? C'est souvent, en général, ils ne se sont pas ennuyés. Hein. C'est vraiment l'idée que je me fais que je vais m'ennuyer. C'est la peur du vide. En fait, il s'est passé plein de choses dans cette méditation. C'était hyper intéressant, c'était incroyable. Ça a été une délivrance pour certains. Parce qu'ils s'excitaient tellement à l'idée de trouver quelque chose d'extraordinaire dans la relation à deux. Il y avait une telle attente. Et c'est ce qui se passe dans les relations intenses. C'est j'attends, voilà, on va se voir ce soir, ça va être tellement bien, on va aller au restaurant, puis après on va faire l'amour, mais ça va être tellement bien, tu es tout excité à l'idée que. Donc tu fais déjà des shoots à la dopamine, tu n'as rien fait encore. Bah oui, parce que tu t'es fait. Mais tu vois, c'est très mental. C'est à l'idée que, j'anticipe que. Donc déjà, tu es au plafond. Et que en fait, tu n'es pas en contact avec la réalité. Tu es en contact qu'avec. Donc, ce que je disais, amoureux de ton état amoureux, là, dans cet exemple-là. Donc, à un moment donné, ça peut être intéressant, mais ça, quand vous n'êtes pas en dépression, hein, quand vous n'êtes pas effondré, quand vous êtes à peu près stable, c'est l'occasion de travailler sur l'ennui. C'est-à-dire de vous fasciner par cet espace qu'est l'ennui, qui n'est pas de l'ennui, mais qui est évalué comme de l'ennui. Et n'oubliez pas que plus vous avez été traumatisé, plus vous trouvez que votre vie peut être ennuyeuse ou fade dès qu'il y a un moment de vide. Mais c'est une évaluation, c'est un commentaire de votre mental. Et ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est que si vous passez 1 heure dans l'ennui, vous allez voir, il se passe un truc incroyable. Il se passe des choses incroyables. Sauf si vous êtes dans le commentaire, je m'ennuie, c'est horrible, je m'ennuie, il me faut mon doudou excitant, je m'ennuie. Alors si vous répétez que vous êtes convaincu que vous ennuyez, vous allez vous ennuyer. Mais si vous arrêtez de vous convaincre de cette affaire, vous allez voir. Soit vous prenez la direction de l'autonomie, de régler ce problème d'addiction à l'intensité, soit vous préférez ne méconnaître le problème et continuer de vous exciter sur tout et n'importe quoi. Continuez comme ça, mais vous renforcez votre névrose. Et vous avez le choix. Donc voilà. Ouais, je te... Je pourrais parler de la solitude. Je pense que chaque être humain est seul en fait. On est seul avec nos pensées, on est seul avec ce qu'on est, tout notre vécu, et que personne ne peut vraiment savoir ce qu'on est dans la globalité. Donc ça, c'est une chose qui est dure à vivre. Et en même temps, j'ai du mal avec la notion de dépendance affective, puisque c'est pas une dépendance affective, on est forcément besoin des autres. Il y a les deux. C'est un besoin. Seul, un être humain, oui. On n'est pas dépendant. Le mot, il n'est pas bon en fait. Oui, alors ça dépend du curseur. Non, c'est... Tu as des gens qui sont fortement dépendants, qui ne peuvent pas se passer de relation, et il y en a tous plus ou moins dépendants. Mais bon, il y a dépendance et dépendance. C'est ce qu'on est. On a besoin de l'autre. Oui, mais... C'est pas une dépendance, c'est un besoin. Oui. La différence, elle est à noter. Je voudrais nuancer ton propos en disant qu'il y a dépendance et dépendance. C'est vrai c'est l'isolement, sauf certains. Tu as des contre-exemples quand même. Mis à part ces contre-exemples de voyageurs ermites solitaires qui préfèrent la solitude à toute autre chose, tu as quand même des contre-exemples. Et eux, ils sont mieux seuls qu'avec d'autres. On ne raisonne pas sur les contre-exemples. On ne raisonne pas sur des exemples. Mais je suis d'accord avec toi. Mis à part ces contre-exemples, la majorité, j'ai toujours dit, on est tous un tantinet dépendants. Mais un tantinet, ce n'est pas des gros dépendants affectifs dans des relations toxiques addicts à l'intensité. Tu vois, il y a une nuance, il y a un curseur entre celui qui se met sous emprise et celui qui est un peu dépendant de son prochain, parce qu'effectivement, c'est plutôt sympa de partager, c'est bien, on a besoin les uns des autres, etc. Mais non, c'est pas de la dépendance. C'est ce que je suis en train de dire, tu dis la même chose que moi. Non, vous dites qu'il est dépendant, c'est pas le mot, c'est pas le bon mot. C'est parce qu'on utilise même le même vocabulaire. On est dépendance à un produit, on est dépendance à la cocaïne, mais on n'est pas dépendant à quelqu'un. C'est un besoin vital en fait. La dépendance affective, c'est alors. Non, c'est un être humain est fait pour avoir des relations sociales.
Oui, mais il y a des niveaux. Avec tous les êtres humains. Après, quand tu te focalises à une personne, là, tu te retrouves. Oui, mais c'est... Ben oui, la dépendance affective, ça existe. Sauf que ce qu'il est en train de dire, c'est que c'est une histoire de curseur, en fait. Ben voilà, on est des animaux sociaux. Ça n'existe pas, en fait, la dépendance affective. Oui, mais je comprends ce que tu veux dire, mais c'est parce que le même mot est utilisé pour dire deux choses. On est seul, en fait. Oui, mais tout à fait. Chaque être humain est seul avec ses pensées, etc. Donc c'est ce paradoxe-là qui peut être source de beaucoup de choses dont vous avez parlé. Tout à fait. Ben, tout à fait. On est à la fois seul et on peut être avec. Et même tu peux être dans une foule et te sentir seul. Tu peux être avec ton conjoint qui te tient la main le jour de ta mort, mais tu te sens seul quand même, ou pas. Donc de toute façon, il y a une solitude existentielle. Mais c'est ce travail de... Alors l'addiction à l'intensité, là, puisque je suis dans ce sujet... C'est vrai que la racine, ça prend... La racine, c'est quand même la solitude. Une meilleure gestion de la solitude, quand même. Puisque si vous gérez mieux la solitude, si vous gérez mieux la lenteur, le silence, le calme, l'ordinaire, enfin, tout ce qui est l'inverse de l'intensité, en fait. Là, je suis sur les polarités inversées. À ce moment-là, vous avez des options. C'est-à-dire vous pouvez soit être sur l'option intense et vous faire des shoots à l'intensité, et en même temps, pouvoir apprécier l'inverse de l'intensité qui est le lent, le silence, le calme, le quotidien, enfin, qui peut être... Pour moi, il est intense, mon quotidien, mais débrouillez-vous pour en faire autant. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un quotidien plan-plan, ratatiné. Parce qu'au quotidien, tout de suite, on entend plan-plan. Routine. Bah oui, mais non, mais je suis en train de dire, mais mettez pas, couplez pas le mot quotidien avec plan-plan fade. Ça veut dire que vous avez une tendance vous allez croire que tout ce qui n'est pas routinier égale génial. Mais non, c'est pas vrai. Là, c'est comme ça que tu embrayes sur l'addiction à l'intensité. Et que tu ne t'en rends même pas compte. Parce que tu as une évaluation, tu as un commentaire qui te vient que ton quotidien, c'est forcément fadasse. C'est plan-plan. Bah, débrouillez-vous pour que ça ne soit pas couplé. Il n'y a pas de rapport entre quotidien et plan-plan. Il n'y a rien, c'est pas associé en fait. Hein ? Bah oui, c'est à vous de créer un quotidien, pas plan-plan. Je ne sais pas, trouve des idées. Mais c'est ce qu'on fait, mais tu dis qu'on est dans l'addiction. Et tu fais. Alors, donne-moi un exemple concret dans lequel dans lequel tu vis un quotidien pas plan-plan, enfin, non routinier et non. C'est à moi mon quotidien. Oui, donne-moi un exemple. Alors mon quotidien, ça va être le travail, bien sûr, pas tout le temps, heureusement. Ouais. Après mon quotidien, c'est la course à pied, c'est la peinture, c'est la danse, la salsa, la bachata. Donc tu fais plein de choses. C'est un quotidien assez riche. Ouais, ok. Donc il est. Est-ce qu'il y a un grand stress derrière, une grande angoisse de la mort, c'est possible. Mais est-ce que ton quotidien est évalué comme routinier et plan-plan ou plutôt intense? Et disons qu'au bout d'un moment, ça devient routinier, tu vois ce que je veux dire? Et donc, on s'habitue forcément. Okay. Donc, non, mais pour toi, hein, pas pour moi. L'intensité diminue au fur et à mesure, donc il faut trouver d'autres manières. C'est intéressant de t'écouter parce que c'est ça. Tu fais plein d'activités qui pourraient te donner beaucoup de joie, de plaisir, etc. Et au bout d'un moment, comme c'est les mêmes activités... Mais parce que l'être humain est comme ça. Non, attention, tu parles pour toi. Là. Je ne fais pas une généralité de... Il y a beaucoup de personnes comme toi, mais c'est justement le piège. L'idée, c'est pas parce que vous avez des activités répétitives, et donc routinières, enfin répétitives, qu'elles doivent être vécues comme plan-plan. Parce que connues. Elles sont vécues. Tu vois, mais il y a un goût de la nouveauté. Parce que tu me dis, il y a un goût de la nouveauté. Oui, disons qu'il y a d'une année sur l'autre, il faut modifier certaines choses. Ça pour toi. Pardon ? Ça, c'est pour toi. Oui, c'est pour moi. Oui. Donc faites attention, ça peut être piégeux. Oui. C'est pas il faut, hein, pour toi, il te faut. Pour moi, il faut, voilà. C'est nécessaire. Oui. Donc ça, c'est une petite addiction à l'intensité quand même. Parce que dès que vous courez derrière, c'est pas forcément énorme, mais dès que vous courez derrière des trucs nouveaux et que les activités répétitives vous semblent. Même ce qui sont sympas, salsa, je sais plus ce qui fait, plein de trucs, tennis, machin, enfin plein de trucs sympas. Ça n'avait pas l'air de laver le balai et de passer à serpillière, tu vois, ça avait l'air plutôt sympa ces activités. Mais ces activités-là, quand elles sont répétitives, elles sont vues comme moins plaisantes. Là. Donc il faut du neuf.
Donc, il va falloir de l'excitation. Donc là, on va vous vendre, c'est des personnes comme ça, on va vous vendre des voyages, des ateliers excitants, machin. Enfin bon, on va vous vendre du vent parce que vous avez besoin de nouveautés. Voilà. Et donc, c'est aussi intéressant de voir que si vous voulez vous délivrer de ce truc d'indiction à intensité, pour avoir le choix, pour être plus libre, parce que c'est ça, l'idée, c'est d'agrandir un sentiment de liberté intérieure. Donc ça veut dire de pouvoir aussi trouver dans le répétitif de la joie, parce que quelque part, si vous regardez bien, même la même activité, si tu fais, qu'est-ce que tu fais? De la danse. Voilà, tu fais de la danse, c'est jamais 2 fois pareil. Et les gens, alors là, tu donnes cet exemple-là, il y a des gens qui vivent en couple depuis je ne sais pas combien de temps, qui font l'amour avec le même partenaire, puisqu'ils se disent fidèles. Bon. Et donc, ils vont s'ennuyer parce que c'est toujours, ils disent c'est toujours la même chose. Mais non, mais ça peut être jamais la même chose. Il faut changer ce regard, sinon vous allez coupler. Si c'est pas nouveau, c'est plan-plan. Si c'est pas nouveau, c'est répétitif. Et donc, je ne sais pas, il faut que ce soit intense, quoi. Il faut que ce soit nouveau pour que ce soit intense. Sinon, je m'ennuie. Sinon, c'est toujours c'est répétitif. Trouvez de l'intensité dans le répétitif. Démerdez-vous. Je peux vous dire, moi. Mais oui, mais parce que c'est un... Mais oui, mais c'est à trouver. Il y a quelque chose à trouver. C'est un regard à trouver. C'est à chercher. Vous allez trouver si vous cherchez. Si vous allez dans cette direction, vous allez trouver. Si vous allez dans la direction de vous exciter toujours et encore plus, vous allez tourner comme le hamster. On peut peut-être trouver aussi dans cette direction de chercher encore plus. Mais vous allez trouver, sauf que à un moment donné, j'ai dit au tout début, c'est sans fin, à un moment donné, vous serez limité. Vous allez bugger, soit tu meurs dedans, en épuisement, comme le hamster, soit à un moment donné, ton corps, il a des limites, il va te faire un problème. Enfin, il va te dire stop, tu peux plus, de toute façon, tu n'as plus l'âge. Attends, prends le micro. Mais c'est optionnel, l'idée d'aller dans une direction silencieuse. Je ne connais pas ton prénom, mais je rejoins un peu ce que disait Dimitri. Il y a le côté, on est quand même malgré tout seul. Ouais. Et le fait d'aller se chercher des petites doses comme ça, un peu cool, un peu originales, du coup, ça permet de rompre des mouvements de salsa qui pourraient être toujours identiques. Non, je ne sais pas. Mais tu vois, j'ai cru entendre ça. Moi, je suis d'accord avec toi, parce qu'il y a une différence entre se faire plaisir. Par exemple, là, on est dans un collectif, tu vois, on se fait plaisir, on est en collectif, etc. Sympa. T'es pas forcément addict à l'intensité quand tu te fais des plans comme ça. Exactement. Tu vois, l'intensité, c'est qu'il te faut tout. Vous avez vu le circuit, il faut toujours plus. Tu peux pas rester dans. C'est pas optionnel. Il me faut toujours. C'est pas. Mais si tu te fais des plans relationnels, heureusement que vous savez aussi fournir votre dose d'amicalité, de liens sympas, d'activités sympas. C'est comme ça que tu es en respect de toi, d'ailleurs. C'est comme ça que tu t'écoutes et que tu vas bien. Alors ça, c'est ce qu'on appelle les ressources externes. Là, on parle de ressources externes. Mais ce n'est pas forcément une addiction à l'intensité. L'intensité, c'est que je ne peux pas me satisfaire que de ça. Il me faut toujours du plus et du nouveau et un ailleurs meilleur. Et il faut que je bouge. Je ne peux pas rester plus de 2 jours chez moi parce qu'il faut que je bouge. Tu vois ? Donc, il y a une intolérance à l'immobilité, à l'ennui. C'est ça le problème, c'est pas autre chose. On l'a tous vécu, hein, ça quand même. Oui, mais c'est important parce que là, je parle au plus grand nombre. Non, mais quand je dis on l'a tous vécu, il y a quelques années, quand on était contraint de rester chez nous, on l'a tous... Ah oui, tu parlais de l'affaire du Covid. Donc on l'a tous vécu quelque part. Et je pense que derrière, de vouloir aller chercher du nouveau, c'est une réponse aussi à ces périodes où on nous a contraints à rester... Tout à fait. Dans l'immobilisme. Exactement, et à savoir qu'il y en a qui l'ont très mal vécu et d'autres qui l'ont très bien vécu. Complètement. Parce que justement... Enfin, qui ont dit qu'ils l'avaient très bien vécu. Hein. Exactement. Ah oui, mais ça dépend qui, tu vois. Donc tu as une partie de la population qui l'a super mal vécu, on peut pas bouger, et une autre qui en... Il y a des gens qui ont dit qu'il avait très bien vécu, on leur demanderait de le revivre aujourd'hui, ils refuseraient sûrement de le revivre. Mais pas pour la partie maladie. Hein, c'est possible. C'était pas pour la partie maladie, c'était pour la partie j'ai des contraintes et je me retrouve avec moi à faire les choses qui me sont bonnes pour moi. C'était pas pour cette partie-là. Quand tu es un peu trop de partout, ça te pose. Ça te pose de manière c'est vrai aussi, et structuré. Tu vois, tu as une forme de routine. C'est dans la durée, dans cette répétition, parce que ça devenait répétitif. Oui, tout à fait. Répétition, structure,
tu vois, une forme de routine que tu te donnes à toi-même parce que voilà, il faut bien que tu te donnes un cadre dans tes journées. Et donc, c'est intéressant de voir qu'il y a des personnes qui ont apprécié parce qu'elles étaient addictes à l'intensité, elles étaient contraintes d'arrêter de s'exciter sur plein de trucs qui partaient dans tous les sens, donc de se disperser, et ça leur amenait un équilibre. Puis il y a plein tu vois, gens mais aussi en fait, pardon. ouais, Non, vas-y. continue, vas-y. Non, je sais plus Mais ce que je voulais dire. cette intensité, c'est aussi une énergie, et l'énergie, c'est peut-être nécessaire à l'être humain, Oui. finalement, de... Mais bien sûr, il ne s'agit pas de couper le moteur. C'est pour ça que mais bien sûr, il s'agit de répondre à ses besoins, à ses envies, à être en contact avec l'enfant libre en nous. Mais que ce soit optionnel, que ce ne soit pas toujours compulsif et que tu n'aies pas le choix. Tu vois, c'est ici, dans l'addiction à l'intensité, il faut que ce soit intense. Si ce n'est pas intense, c'est ou tu es intense ou tu t'ennuies, ou tu es mort. Bon. C'est ça qui va pas. Et c'est comme ça que tu te mets dans des relations malsaines d'ailleurs, parce que tu ne peux pas gérer moins. Et l'exemple que je te donnais, ma fameuse copine qui me dit « Mais non, je cherche quelqu'un qui sera vraiment bien pour moi, lui c'est pas le bon, je suis dans une relation toxique, machin et tout. » Ben non, parce que quand elle entre en rencontre, ça marche pas, elle en veut pas. Donc tu vois, c'est un truc qui fonctionne pas, quoi. Le problème, c'est que l'intensité, elle augmente. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, comme l'intensité est là, et en fait, on commence à s'ennuyer déjà de cette intensité-là. Il faut plus. Donc on monte. Je parle des gens qui font, moi j'en ai fait, mais qui font du parapente, mais de plus en plus. Il y en a plein qui décèdent. Parce qu'au bout d'un moment, il faut qu'ils aillent plus haut, plus fort, plus loin. Ils prennent plus de risques. Parce que sans le risque, en fait, il n'y a pas d'intérêt de le faire presque. Oui, mais c'est sûr, c'est sûr. Tu as tout à fait raison. Oui, autre chose. C'est tous les sports extrêmes. Non, mais c'est sûr, hein. On l'a vu. L'escalade. Ça permet de vivre dans le moment présent, donc c'est ça qui est magnifique. De sentir, non, alors ça ne te permet pas de vivre dans le moment présent, ça te sentir vibrant dans le moment présent, parce que tu ne sais pas te sentir vibrant dans le moment présent maintenant, là. Oui, non, parce qu'après, il ne faut pas non plus cracher, je sais pas, c'est bien aussi, ce genre de... Tant que, si tu contribues à ta mort plus tôt, parce que tu ne peux pas régler le problème de l'addiction à l'intensité, c'est emmerdant. Je ne suis pas allé jusque-là. C'est comme avec la salsa tout à l'heure, je ne suis pas allé jusque-là. Mais moi, je parlais de ça, tu vois, quand elle donne cet exemple-là, je me dis, mais non, si tu n'es pas en contact, si tu es dans des conduites à risque, c'est embêtant. Après, tu peux mourir plus vite, à la limite, c'est pas très grave. Mais c'est important que tu vois que il peut y avoir ce problème à régler, quoi. Donc, c'est pas juste fait du parapente, toi. Même pour les produits, c'est pareil. Oui. C'est pareil dans les produits. Exemple, en fait, au début, c'est un verre, après c'est une bouteille, après c'est deux bouteilles, après c'est 3 bouteilles, et puis après... oui, c'est terrible. Plus la culpabilité. Mais parce que l'intensité, elle n'est pas assez forte et que le corps s'habitue. Et là, c'est un peu pareil. L'esprit et le corps s'habituent à... On est plus fort, alors on peut courir plus vite, plus longtemps. Tout à fait. Pareil pour les relations, pareil pour ça, pareil pour le jogging, pareil pour plein de trucs. C'est tout à fait ça. Il y a une habituation, on l'a vu, c'est le problème de la chimie, ça t'habitue, puis après tu es là, on manque, et toujours plus, toujours plus haut. Donc, débrouillez-vous pour trouver des palliatifs. Restez chez vous. Là, il va y avoir des frustrés. Mais parce que, attendez, j'ai dit trouver les options. Vous avez compris que c'est les deux à la fois. À la fois, c'est sympa de temps en temps de faire des petits machins nouveaux, excitants et tout, mais ayez des options, sinon vous n'êtes pas libre. Il ne faut pas qu'il y ait que ça, parce qu'effectivement, on est en perte de liberté. Mais c'est ça, il y a une perte de liberté à t'exciter sur plein de trucs. Ce qui est important, c'est de développer les ressources externes et les ressources internes. Comment tu vas faire en fin de vie quand tu pourras moins bouger dans ton corps si tu meurs pas tout de suite? C'est un peu ce que je me dis. Non, mais c'est vrai, en plus, pourquoi pas? Je fais du sport justement plus pour améliorer ma fin de vie et ma retraite. Peut-être que je non, mais c'est vrai. Tiens, je te laisse parler dedans. Non, mais c'est bon, je voulais pas qu'on... Bon, enfin. Ça reste en aparté. Oui. Alors, attends, c'est quoi les ressources internes? Les ressources internes, c'est ma capacité de me retourner, d'être avec moi-même, justement dans des moments où il y a moins d'intensité apparente, et de pouvoir goûter
à ces moments-là, à cette forme de silence, de calme, avec moins... Ok, il n'y a pas d'agitation, mais c'est goûteux. Tu vois? Et ça te permet de prendre confiance en toi, parce que plus tu es capable d'aller dans la rapidité, dans la vitesse et dans le calme, dans les deux polarités, plus tu stabilises ton système, moins tu le dérégules. Si tu es toujours dans l'accélération, tu dérégules. Donc après, tu n'as pas confiance en toi. L'estime de soi, elle est beaucoup sur la stabilité. Hein. Plus j'ai une vie stable, plus je sens la confiance en moi. Plus je suis dans la vitesse, l'accélération, plus je suis dans le chaos, la fragmentation, plus je suis dans le désordre, et plus je m'accélère, et plus je suis machin comme ça. Et moi, je stabilise mon système, et plus je pars en vrille. En fait, j'ai des pensées qui s'enflamment, enfin, tout s'enflamme, quoi. Voilà. Je mets le feu, en fait. Et donc, du coup, c'est bien d'aller dans les deux polarités. L'accélérateur, le frein. Hein. Voilà. Et j'aime la vitesse et j'aime le lent. Tu vois, c'est pas que la vitesse, que bouger partout, tout le temps. Bon, ben voilà, ben, c'était super. Hein. Ouais, merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Et puis, au plaisir de vous revoir une prochaine fois sur la prochaine conférence.